Comment devenir influenceur ou youtubeur? Vous allez tout savoir sur la création de contenu et ses coulisses. Alors, petite introduction, moi je suis Émile Lombrage, ça va faire à peu près 1 an que je charbonne à la création de contenu, et du coup, j'ai pas des stats mirobolantes, pour rien vous cacher, parce qu'on va être totalement transparent, parce que moi je m'engage dans mes vidéos à être 100% sans bullshit. Donc on est sur 18K sur TikTok, je dois avoir 500 followers Instagram et presque 100 sur YouTube. Alors c'est pas grand chose, j'ai quand même quelques vues, j'ai une vidéo sur TikTok qui a percé à quasi 300 000 vues, j'en ai quelques-unes au-delà des 100 000, sur Insta pareil j'en ai 2-3 au-dessus des 10 000, voilà, c'est pas des stats mirobolantes, mais néanmoins je suis dans le stade de petit créateur, mais je ne suis plus le débutant, on va dire. Et surtout qu'au bout d'1 an, j'ai commencé à capter un peu qu'est-ce qui marchait et tout, etc. Et je vais vous parler de tout ça, de tout ce que j'ai appris. Alors, on est dans un nouveau format sur ma chaîne, c'est ce que j'appelle les conférences dans mon salon. Évidemment, c'est mon salon. Voilà, tout bêtement. Et du coup, ici, ça va être un petit peu différent. Il va y avoir moins de montage et tout. Je vous en parle un petit peu après du pourquoi, du comment j'ai choisi ce format-là. Néanmoins, disons que je pense que c'est important que je vous dévoile tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai compris sur la création de contenu, parce que ce qui va se passer dès à présent sur cette chaîne comme sur le reste de mes contenus va être totalement différent. Là, on est sur ce qu'on pourrait appeler dans le monde des startups un pivot, c'est-à-dire un changement assez radical. Voilà. Alors déjà, pour ceux qui me découvriraient et qui ne connaissent pas ce que je fais, qu'est-ce que je fais dans mes contenus? Parce que vous avez pu vous dire que mes stats étaient assez faibles, ça peut s'expliquer de plusieurs manières. De 1, je ne poste pas si souvent que ça. De 2, j'ai des contenus relativement nichés. Disons que j'ai pas mal percé au début sur TikTok. J'ai commencé vraiment sérieusement à m'y mettre en novembre à peu près de l'année dernière, donc novembre du coup 2021. Là aujourd'hui, on est en septembre 2022, donc à peu près 1 an quoi. Octobre même, le mois de septembre est dépassé. Donc du coup, j'en étais sur mes contenus. Je produis des contenus vraiment assez particuliers, philo, psychologie. Disons que c'est pas très mainstream. Alors bon, on peut pas non plus dire que c'est extrêmement élitiste, mais clairement c'est pas mainstream. Alors du coup, forcément, ça m'attire pas des masses d'abonnés, surtout que j'ai sur TikTok, typiquement, je n'ai fait ce qui s'appelle aucune trend qui marche sur TikTok, parce que les formats TikTok, c'est vous avez une musique, et puis avec cette musique, vous faites une vidéo en rapport avec, vous dansez ou une petite connerie comme ça, et hop, voilà, ça c'est des choses qui marchent bien sur TikTok. Moi, j'en ai fait aucune. On est que sur du contenu face cam, un peu comme celui-là, mais avec beaucoup plus de montage, où je m'amuse à, dirons-nous, aller beaucoup plus loin. Que ce qui se fait en temps normal sur TikTok, quoi, parce que sur TikTok on est sur des contenus souvent un peu ce qu'on pourrait appeler du snack content, on va y revenir aussi, mais c'est-à-dire des contenus qui s'ingèrent assez facilement, assez simples. Moi parfois je parle 1 ou 2 minutes de sujets un peu plus compliqués, et aussi ce que je vous ai pas dit sur les stats TikTok, parce que TikTok c'est quand même le réseau sur lequel j'ai eu les meilleures stats, mais on va aussi en reparler, c'est que sur 1 an je suis à 18 000 abonnés, donc je résume par 18K abonnés sur TikTok. C'est juste un indicateur. Et il m'a fallu en 1 mois, quasi 1 mois, j'ai obtenu 1 mois et demi, j'ai obtenu 10K. Et pendant 1 mois, j'ai posté tous les jours en fait. Et après, vous pouvez voir que j'ai vachement stagné et que j'ai jamais réussi à réatteindre ce pic, entre guillemets, et cette croissance-là. Et ça aussi, c'est un peu problématique, c'est ce truc de la prison dorée, mais ça aussi, on va en reparler. Mais du coup, voilà, maintenant que je suis 100% honnête sur mes stats, parce que moi je suis pas un gourou ou autre chose, quoi. C'est-à-dire que je suis pas là pour vous dire il faut faire ça, machin. Non. Ici, je préfère être honnête. Je pense que en 1 an, j'ai appris beaucoup de choses sur la création de contenu. Et il est temps de vous partager tout ce que j'ai appris, parce que souvent quand on commence, on est obligé de tester des trucs à droite à gauche, et puis au-delà de savoir si vous êtes débutant ou non, ça peut juste vous intéresser, parce que c'est assez intéressant quand même de savoir un peu les coulisses de ce qui se passe derrière la vie des créateurs de contenu, des influenceurs, parce que en fait il y a une énorme différence entre ce qu'on voit et ce qui se passe vraiment. C'est parasité par ce qu'on appelle la relation parasociale, on va en reparler aussi, mais aussi voilà, c'est du showbiz un peu. Donc c'est leur métier de montrer des choses en fait.
Et je pense que c'est assez important parce que c'est logique qu'on a un peu plus intégré pour la télévision, mais pas encore assez pour dans le cas d'Internet. Du coup, revenons sur mon parcours. Qu'est-ce que je faisais avant de me dire allez Émile, tu vas passer 1 an à faire que du YouTube, du TikTok, Insta, Reels, tout ça à 100%, enfin à peu près à 100% de mon temps entre guillemets. Mais avant j'étais, du coup j'ai un parcours classique d'étudiant en école d'ingénieur, puis j'ai découvert l'entrepreneuriat, ce qui m'a beaucoup botté. Et ensuite j'ai fait des startups, donc pendant le Covid c'est très très stimulant. Et puis après je me suis dit que bon en fait moi j'avais très envie d'écrire depuis toujours, donc j'ai écrit un petit truc là qui s'appelle hop, le voilà, il est dans la bibliothèque, petit placement de produit, mais bon, c'est mon livre, hein, donc à 20 milieux de leurs identités. Vous pouvez le retrouver sur Amazon. N'hésitez pas à laisser un avis si vous l'avez lu, si vous avez kiffé. Du coup, voilà, j'ai écrit ça. Et je me suis dit, en fait, moi j'aime beaucoup l'écriture. C'est quelque chose que je fais depuis que je suis gamin, et c'est quelque chose qui revient très régulièrement dans ma vie. C'est-à-dire que parfois, je m'arrête d'écrire pendant, dirons-nous 1 an, et en fait, ça revient malgré moi. C'est vraiment quelque chose qui me lâche pas. Et donc, je me suis dit, bon, l'entrepreneuriat, ça me faisait kiffer, mais vraiment pas assez. Il y avait plein de trucs qui me saoulaient. Moi, ce que j'adore, c'est créer, lire, apprendre, mais créer, que ce soit des choses de vulgarisation, ou penser des choses, essayer de les retransmettre, ou de la fiction. C'est vraiment 2 choses que j'adore, et je me suis dit, bon, essayons de faire les 2. Tu vas être écrivain, et en parallèle de ça, tu vas faire de la création de contenu, et de la création de contenu sur des sujets qui te font kiffer, parce que, je sais pas, je trouve que ça va être très prétentieux de dire ça, mais il y a parfois un peu, je trouve, un manque d'exigence vis-à-vis de certains vulgarisateurs. Je dis bien certains, dirons-nous, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui récitent juste des pages Wikipédia. Alors, c'est très bien, hein. Moi-même, j'ai fait des vidéos sur des pages Wikipédia. Par exemple, vous pouvez, sur un de mes TikTok, sur le syndrome d'Hérostrat, en tout cas sur Hérostrat, voilà, c'est une page Wikipédia, clairement. Mais personne connaît Hérostrat, et je trouvais que il y avait un angle intéressant. Mais voilà, globalement, j'évite plutôt de faire des pages Wikipédia. Moi, je lis beaucoup. Il y a pas une bibliothèque derrière pour rien. Mais au-delà de lire beaucoup, c'est aussi que j'aime bien avoir des sources précises. Et je trouve que c'est intéressant vraiment d'arriver à formuler la connaissance d'une manière dont les gens n'ont pas l'habitude. Ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, ça c'était mon parcours, et donc mes motivations, c'était de me dire que je peux arriver à en vivre en fait. C'est de me dire, autant faire quelque chose qui me fait kiffer. Je pense que les gens arrivent à en vivre de la création de contenu, et puis ayant un parcours, une appétence plutôt entrepreneur, bon, voilà, je vais monter un business à côté, voir d'autres et tout. Et il y a quelque chose de très stimulant avec la création de contenu, c'est que, plutôt avec le fait d'être influenceur, c'est que on a une grosse communauté. Et cette communauté, c'est un canal d'acquisition monstrueux pour n'importe quel projet externe à droite à gauche. En fait, moi je m'imaginais, je me dis putain, ça va être génial. Si j'ai une grosse commune, je vais pouvoir lancer plein de projets à droite à gauche, très différents les uns des autres. Au lieu de passer de l'étape et je vais passer l'étape 0 à 1 où je galère à trouver les clients, là je vais direct pouvoir passer à 1 et savoir si l'idée elle est valide ou pas. Et donc ça aussi c'était quelque chose qui m'intéressait. Sauf que bon, j'étais un petit peu naïf parce que naïf ou pas, mais disons que le storytelling du métier d'influenceur, de youtubeur, de créateur de contenu est très différent de la réalité. Et en particulier, aujourd'hui, là, je suis sur un pivot majeur de mon activité. Il va y avoir beaucoup de changements pour cette raison. Mais déjà, de quoi est-ce qu'on va parler dans cette conférence ? Déjà, premièrement, je vais vous parler de ce qui marche. Qu'est-ce qui, selon moi, marche sur les réseaux sociaux ? Qu'est-ce que j'ai vu en 1 an ? Parce qu'en 1 an, j'ai vu des créateurs commencer à peu près en même temps que moi, voire après moi, et me dépasser, être beaucoup plus fort. Et même, j'ai coévolué avec certains créateurs. Donc, qu'est-ce qui marche ? Sachant que je suis aussi un petit peu sur LinkedIn, donc j'ai suivi un petit truc sur LinkedIn, parce que LinkedIn, alors aujourd'hui on voit LinkedIn comme un petit réseau un peu mineur et tout, mais bientôt ça va devenir un réseau d'influenceurs aussi, un peu majeur, d'ailleurs ils sont un peu en train de percer en ce moment. Donc qu'est-ce qui marche ? C'est quoi les conséquences des réseaux ? Psychologiquement, qu'est-ce que ça fait ? Et sur son mode de vie, parce que ça c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit pas, parce qu'évidemment les influenceurs ont tendance à masquer les conséquences. On voit que les conséquences positives, qui est que oh génial, ils ont tel truc avec telle marque gratuitement, machin, mais la réalité n'est pas du tout ce que vous imaginez. D'ailleurs en plus j'ai même pas eu un cadre énorme, moi j'ai juste touché, gratté du doigt, mais j'ai assez, dirons-nous, gratté pour voir un minimum la surface sans y avoir 100% adhéré. Ensuite, on va parler de la thune. Je sais que l'argent en France est un sujet malheureusement tabou, mais ça me paraît extrêmement important que on en parle.
parce que c'est quelque chose qui est complètement oublié. Or, la création de contenu, c'est vraiment un boulot à plein temps. Ça prend beaucoup d'énergie aussi, et voilà, ça demande rémunération. Et du coup, quel type de rémunération on peut avoir? Qu'est-ce qui se passe? Combien est-ce qu'on peut espérer gagner? Ou en tout cas, au-delà de combien, parce que balancer les chiffres, ça dépend tellement des gens et tout, etc. Mais parlons plutôt vraiment de quoi, c'est quoi les modèles économiques? Parce que c'est pas obvious, hein, c'est pas vous postez des vidéos et puis d'un coup, hop, de l'argent derrière. C'est plus compliqué que ça. Ensuite, de pourquoi en fait aujourd'hui, ça va être un peu plus spécifique à YouTube, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres plateformes. Pourquoi est-ce qu'on a évolution vers des logiques de télévision? Parce qu'aujourd'hui YouTube, je dirais, est la plateforme de création de contenu la plus aboutie, et aujourd'hui YouTube, c'est devenu une nouvelle télévision. Mais qu'est-ce que ça veut dire de ça? Pareil pour Twitch. Hein. Twitch, c'est aussi devenu de la télévision. Et pourquoi est-ce qu'on a cette évolution-là vers la télévision? Et qu'est-ce que ça veut dire en fait, surtout du métier d'influenceur youtubeur, qui est en fait beaucoup plus proche qu'on ne le croit maintenant. C'était pas le cas il y a 5-6 ans, mais maintenant, c'est beaucoup plus proche d'animateurs ou de présentateurs de télévision que de créateurs. Et enfin, pourquoi moi j'ai failli arrêter, j'étais à 2 doigts, et c'est quoi ma nouvelle strat maintenant, ou en tout cas comment je veux faire structurer mon nouveau contenu. Encore une fois, moi j'aime vraiment beaucoup la transparence, donc je vais pas vous raconter du bullshit, et je vais tout vous dire, et en particulier vous exposer qu'est-ce que moi je pense sont les bonnes pratiques, en tout cas comment est-ce que je devrais, qu'est-ce que moi je vais mettre en place à partir de maintenant. Et puis voilà, libre à vous après, plus tard dans le futur, si vous voyez ces vidéos dans le futur, de dire, de voir si ma stratégie a fonctionné ou pas, si j'ai encore changé, mais dans ce cas-là, on fera un nouveau point pour en parler. Alors, je vais chercher de l'eau, je reviens. C'est bon, je suis de retour, j'ai pris de l'eau. Alors du coup, on va parler de qu'est-ce qui marche, et ça, je suis sûr que ça va en intéresser beaucoup parmi vous. Je dirais que, en un mot, ce qui marche aujourd'hui, c'est l'éditorialisation. Alors, qu'est-ce que j'appelle derrière ce mot-là? Déjà, un édito, c'est une sélection de sujets. Justement, c'est quelque chose qu'on peut reprocher un petit peu à la plateforme de YouTube, parce que avec cet onglet tendance, finalement, il n'y a pas d'édito, et que parfois, on peut avoir des contenus complotistes ou autres qui vont être poussés en tendance juste parce qu'ils sont beaucoup vus. Mais voilà, c'était juste un exemple pour vous donner ce qu'est l'éditorialisation. Mais par contre, du point de vue d'une chaîne, pas d'une plateforme, mais d'une chaîne, il doit y avoir une stratégie éditoriale. Donc, dirons-nous de choisir une thématique, en fait, entre guillemets, de réfléchir bien ses contenus à l'avance. Mais moi, par éditorialisation, j'entends surtout choisir une thématique. Et enfin, de poster régulièrement, pour ne pas dire tout le temps. Parce qu'en fait, les différents réseaux ont des rythmes de publication très différents. Et aujourd'hui, si on veut, entre guillemets, percer, parce qu'il y a énormément de concurrence, en fait, il faut poster tout le temps. Alors, non pas... Alors, les gens vous racontent des bullshit d'algorithmes, etc. Oui, c'est l'algorithme qui favorise, gna 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 gna. Moi, honnêtement, je pense que c'est du bullshit. Parce que pour avoir fait un petit peu de machine learning, deep learning et tout ça, rappelez-vous, j'ai un cursus d'ingénieur, en particulier, moi, j'ai fait de l'ingénierie, je veux pas vous mentir en disant que j'ai fait des trucs très poussés sur de l'IA, mais j'ai configuré des IA. En particulier les trucs qui sont utilisés dans les voitures autonomes, là, YOLO, qui permet de détecter si vous avez un piéton, une voiture, un camion, un feu rouge. C'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé. Pareil, des algorithmes de recommandation. Encore une fois, j'ai gratouillé la surface. Je suis pas expert là-dedans, mais ça permet d'avoir une petite idée d'un petit peu comment ça fonctionne derrière. Et justement, les algorithmes, les mecs qui programment les algorithmes, ils sont pas là à se dire ouais, on va essayer de faire de favoriser tel comportement et tout, etc. Faut savoir que l'IA, c'est globalement des boîtes noires. Ces algorithmes, ce sont des intelligences artificielles. C'est du machine learning, du deep learning. Et honnêtement, franchement, les types, ils essaient juste de faire un truc où ils voient que ça marche. Et voilà, c'est pas mal d'essais-erreurs plus qu'une vraie stratégie consciente. Mais pour autant, pourquoi est-ce que beaucoup de youtubeurs disent oui, alors les algorithmes, on se fait niquer, tout, etc., machin. Il y a une pression de l'algorithme. Beaucoup d'influenceurs. Bon, la vérité, moi je pense que c'est lié à ce truc de poster régulièrement et tout le temps. C'est qu'en fait, si vous apparaissez tout le temps aux yeux de votre audience, et vous pouvez le voir sur TikTok, TikTok c'est un bon exemple pour ça. C'est que moi, il y a des gens qui apparaissent 1-2 fois dans mon feed. Excusez-moi l'expression, je m'en bats les couilles. Par contre, à force de les voir, au bout d'un moment, je commence à devenir curieux, à regarder de plus en plus, et après, par habitude avec la personne,
je regarde en fait malgré moi. Je pense qu'en fait c'est plus un mécanisme humain, un biais humain qui fait que si on est sans arrêt exposé tout le temps aux mêmes choses, aux mêmes images, on commence par s'y intéresser. C'est pas pour rien si tous les publicitaires en marketing nous bombardent sur beaucoup de réseaux, c'est en fait, c'est juste pour que ça imprime dans notre tête et qu'après on développe un lien de familiarité et qu'ensuite on a envie de naturellement regarder. Par exemple, moi j'aime pas les contenus mais vraiment, j'aime pas ça. Je m'ennuie devant une vidéo Squeezie, ou de Joyka, ou de Mastu, etc. Pourtant, je regarde quand même de temps en temps. Comment vous expliquer ce paradoxe c'est que, à force de voir tout le temps leur tête dans les tendances, mais je me dis, je cliquerais bien quand même pour voir un peu par curiosité et tout, etc. Et ça marche parce qu'en fait, ils postent tout le temps. Et ça crée cette forme de familiarité très éloignée dans mon cas, parce que j'appartiens pas à l'audience. Mais si j'appartiens à l'audience, mais c'est génial. Vous avez votre bonbon, votre petite dose de dopamine très régulièrement parce que un de vos youtubeurs, de vos influenceurs favoris poste très régulièrement. Et ça, c'est assez important en fait à comprendre. Et des modes de contenu comme TikTok où le contenu se consomme de façon très très courte, que ce soit sur Reels, Short ou TikTok, ça fait que si vous postez tous les jours, vous avez un avantage incroyable. Et c'est pas des histoires d'algorithmes, selon moi. C'est des histoires que, c'est une application qu'on ouvre tous les jours. Là où YouTube, on peut l'ouvrir 1-2 fois par semaine. Et voilà. Alors que TikTok, c'est fait pour qu'on l'ouvre tous les jours. Si tous les jours vous voyez votre créateur préféré, tout de suite vous en êtes beaucoup plus attaché et ça devient d'autant plus votre préféré en fait, tout bêtement. Donc c'est pour ça que le fait de poster tout le temps, c'est quelque chose qui est une condition sine qua non à la réussite. De plus, chaque post faisant gagner des abonnés, des choses et tout, etc. Et comme il y a beaucoup de concurrence, ça devient assez compliqué de se dire bon, allez, je vais passer parce que moi je faisais ça, je postais que un TikTok toutes les 1-2 semaines parce que il y avait pas l'air comme ça, mais il y avait pas mal de recherches derrière ou d'écriture, de travail, de vulgarisation, comment arriver à rendre la pensée vraiment assez claire, assez distincte. Mais c'était peine perdue en fait. C'est pour ça que j'ai gagné 10K abonnés pendant un mois parce que je postais tous les jours. Et du coup, ça a fait que les gens étaient habitués à voir ma gueule et donc forcément je gagnais beaucoup d'abonnés chaque jour en fait, tout simplement. Alors que si je poste une fois par semaine, le gain d'abonnés il est assez réduit parce que je poste en une semaine, je poste une vidéo alors qu'avant j'en postais 7. Et c'est plus qu'être divisé par 7, c'est-à-dire que les gens qui m'ont vu plusieurs fois dans leur feed, j'apparais une fois de temps en temps, ils m'oublient en fait. À chaque fois. Juste un petit créateur comme ça qui passe une fois tous les pétaouchnok, donc du coup il s'intéresse pas à moi, il ne s'abonne pas à moi. Donc c'est pour ça que ça devient un peu compliqué. Après il y a aussi cette histoire de thématique en fait, c'est-à-dire que on a besoin, c'est une bonne idée d'avoir une thématique fixe, ce qui est vraiment pas mon cas, ce qui est très problématique parce que là je fais presque une vidéo un peu business entre guillemets, les coulisses et tout, etc. Mais en vérité c'est pas du tout mes thématiques. Moi les thématiques qui se dégagent c'est de la philo-psychologie. Pour autant là j'ai préparé, je suis en train de lire un livre d'histoire et je prépare des trucs sur l'histoire. J'ai aussi des trucs sur de la sociologie en préparation. Enfin bref, je pars dans tous les sens. Il suffit de regarder rien que les vidéos de cette chaîne YouTube. Il y en a pas une qui se ressemble. Vous avez une vidéo sur un bouquin, vous avez une vidéo de psychologie, psychanalyse même, plus que psychologie, presque psychanalyse, vulgarisation de psychanalyse. Je prends support Harry Potter, mais ça parle plus de psychanalyse que d'Harry Potter. Vous avez une vidéo de business un petit peu sur la thématique du jeu d'argent, et vous avez une vidéo plus philo où je parle d'un concept que j'aime beaucoup, le pharmacone. Je le mentionnerai aussi vite fait à la fin de cette conférence. Et et là on est de retour sur ça et puis après je pense qu'il y aura une grosse vidéo psychologie qui va arriver. Vous voyez bien, j'ai aucune thématique. Il suffit d'aller sur mon TikTok, vous allez voir comment c'est le bordel. Vraiment moi j'aime trop parler de plein de trucs différents, voire même parfois glisser des petits trucs un peu politiques sans être forcément engagé. Je pense qu'il n'y a pas forcément de vérité, dirons-nous. Moi j'aime bien dire, et c'est un slogan que vous allez souvent entendre chez moi, la nuance commence là où s'arrête le noir et blanc. Et j'aime bien justement pointer toujours les zones grises, là où les gens pensent que on est dans quelque chose de très tranché. Oula, j'ai postillonné sur mon écran d'ordi. Pourtant il est loin, donc vraiment... c'est que je suis motivé, on va dire. Et du coup, pour la thématique, en fait, c'est bien d'être identifié pour quelque chose. Ça permet aux gens, parce que les gens, en fait, ils vous suivent d'abord pour ce que vous faites
Et après, moi c'est ma théorie sur l'influenceur, c'est d'abord on nous suit pour qui on est, et après pour... Non, d'abord, pardon, je me mêle les pinceaux. D'abord on nous suit pour ce qu'on fait, et ensuite pour qui on est. Et moi j'aimerais direct passer au stade de qui je suis, parce que j'aime trop parler de plein de sujets. Or, voilà, on a tous suivi la chaîne de Fabien Olicard un jour, parce qu'on était intéressés par ces trucs de mémoire et tout, et en fait finalement maintenant Fabien Olicard, ou même... Meilleur exemple encore, Léna Situation. Léna Situation, demain, elle peut sortir une vidéo de maths. Je vous parie que la vidéo elle va taper le million de vues. Pourquoi? Parce que ses abonnés, sa communauté a suivi Léna Situation pour les thématiques de mode et autres, mais elle reste pour Léna Situation. Pareil, Fabien Olicard, on est tombé sur une de ses vidéos pour la mémoire, et après, le type peut faire des vidéos sur n'importe quoi. En fait, on sait que ça va être avec l'angle à la Olicard, et surtout ça va être la patte Olicard. Il fait des casse-têtes, par exemple. À un moment, il avait un format où il essayait d'ouvrir des casse-têtes. Bon, moi, je préfère l'aspect quand il fait des vidéos de psychologie. Et pour autant, j'ai quand même regardé 2-3 de ses vidéos parce que je sais que c'est Fabien Olicard. Je suis attaché à cette personne et je sais qu'elle va traiter le sujet avec sa patte à la Olicard, quoi. Et donc, c'est pour ça. Mais du coup, le problème, c'est que vous voyez qu'on a, c'est quand même assez compliqué sur certains réseaux, parce que les rythmes de publication sont différents. Sur YouTube, on est sur une vidéo par semaine. Alors, une vidéo, c'est un taf énorme. Le tournage, ça va, mais putain, le montage, ouf, ça prend un temps monstrueux. Vous tapez, pour faire une vidéo en minimum quali, vous devez taper les 50 heures si vous faites un peu de montage derrière. Et pourtant, voilà, vous avez beau monter vite, ça prend beaucoup de temps. Donc, le montage, ça prend pas mal de temps. Et sur les autres réseaux, je dirais que YouTube, en comparaison, a un rythme de publication raisonnable, une fois par semaine, mais c'est très dur de tenir une fois par semaine en termes de rythme. À peine vous avez fini une vidéo, vous repartir sur l'autre. Imaginez, vous faites 2 jours de recherche, 1 jour de tournage, 2-3 jours de montage, quoi. Parce qu'évidemment, vous allez travailler les week-ends, hein. C'est pas, on se coule pas la vie douce, quoi. Et sans parler du fait que si vous avez un boulot à côté, ça devient plus compliqué, mais on en parlera aussi après. Et donc, par conséquent, vous voyez que c'est pas facile, c'est assez dur. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour tenir des rythmes de publication aussi élevés? Parce qu'aujourd'hui, il faut être, on commence sur un réseau, après on va sur d'autres. Mais en tout cas, sur certains réseaux, les rythmes de publication sont très élevés. TikTok tous les jours, Reels tous les jours, Short tous les jours. Bon, après ça, on peut combiner les trois. Mais pareil, LinkedIn, c'est aussi tous les jours. Et donc, c'est assez, c'est pas facile. Comment est-ce qu'on fait du coup pour poster tous les jours en parlant toujours de choses nouvelles? En fait, on parle pas de choses nouvelles, tout simplement. C'est-à-dire qu'on parle d'une thématique, voire parfois on a une idée, et on va tourner autour de cette idée et on va l'exposer sous 40 000 angles différents. Par exemple, je vous invite à suivre le très bon compte de Thibault Louis sur LinkedIn. On aime ou on n'aime pas, mais factuellement c'est bien écrit. Et Thibault Louis, il parle toujours de la même chose, mais avec plein de points de vue très différents. Par exemple, toutes les semaines, vous allez avoir un post qui va cracher sur le mode de vie salarié. Toutes les semaines. Mais juste de façon un petit peu différente. Puis après, vous allez avoir un post qui va encenser qu'est-ce que c'est que la liberté, entre guillemets, la liberté en tant que freelance et tout, et en tant que solopreneur. Et voilà. Et en fait, si vous analysez vraiment en profondeur ces posts, c'est toujours des posts où ça parle de la thématique, mais d'une même thématique, une même idée, un même angle d'attaque dans la thématique, mais de 50 000 manières différentes, en fait. Et moi, personnellement, j'avoue, ça m'ennuie. Ça m'ennuie. Dans la vie de tous les jours, j'ai beaucoup de mal. Je ne tiens aucune routine. C'est ma personnalité. Je m'ennuie tout le temps. Dès que je commence à maîtriser un peu quelque chose, j'ai envie de faire autre chose, quoi. C'est comme ça. C'est pour ça que c'est très très compliqué de ces histoires-là de thématiques et tout, etc. Ça peut être un peu pénible. Moi, j'aime faire trop de choses et tout. Mais du coup, si vous avez l'option, si vous voulez percer un jour sur les réseaux, il faut avoir une thématique et poster très régulièrement, quitte à poster de la merde. Franchement, il suffit de voir je vais dénoncer personne, mais il suffit de voir les contenus LinkedIn de certains. Il y a des gens, ils vont à la plage, ils vous disent, oh là là, je suis allé à la plage, j'ai senti le sable entre mes pieds, ça m'a rappelé à quel point la liberté, j'aimais ça. Post véridique. Il y a des posts LinkedIn comme ça. Et, c'est assez pénible, mais en fait, c'est de la merde. Et les gens, c'est pour ça que c'était aussi une des raisons pour lesquelles je me suis lancé, c'est que moi, je veux pas faire ça. Je trouve que c'est
je fais parfois des posts un peu moins bien, normal, mais vraiment des posts poubelles comme ça, je trouve que c'est terrible parce que ça occupe l'espace médiatique, ça occupe l'espace cognitif des gens pour pas grand-chose en fait, c'est juste de la merde. Mais comme ça, la thématique, l'idée principale, eh ben elle reste ancrée. Et vous pouvez voir, il y a plein de youtubeurs très intéressants sur plein de sujets, plein de thématiques un peu voilà précises, mais en fait qui vont juste vous répéter les bases quoi. Dessus, qui vont lire des pages Wikipédia, ou énumérer tous les concepts. Ça peut être le cas par exemple pour des youtubeurs de philo ou des influenceurs de philosophie, c'est-à-dire que bah voilà, on a des trucs. Alors pensez pas, essayez pas de viser les gens comme le précepteur qui lui fait un gros travail, mais vous pouvez avoir des vidéos à la con. Je prends l'exemple de la philosophie parce que j'ai d'autres exemples précis, mais de mémoire, il n'y a pas forcément des gens qui font, enfin en tout cas. J'ai pas quelqu'un à citer là tout de suite qui fait cette pratique-là, mais qui énumère chacun des concepts. C'est-à-dire que on pourrait clairement faire une chaîne YouTube ou plutôt une chaîne TikTok où juste chaque jour on énumère un concept de philosophie et on l'explique en 30 secondes. Bon, c'est mignon, mais au fond ça n'apporte très peu de valeur, quoi. À part, waouh, tous les jours on a appris un mot un peu bizarre. Voilà. Je dis ça, j'ai un petit peu commencé comme ça. Moi, au début, mon premier format, c'était un jour un concept, chaque jour un nouveau concept, mais j'essayais de parler de plein de concepts très différents et de les articuler, en fait, de montrer comment est-ce que on pouvait l'utiliser différemment, d'une certaine manière. Sauf que, comment est-ce qu'on pouvait penser la chose assez différemment. Mais c'était pas quelque chose de lisse. C'est par exemple, on pourrait faire vraiment une chaîne YouTube de philo, on dit, bon, alors, on parle du cogito, ensuite on parle du surhomme, ensuite on parle... je sais pas, le beau chez Kant, ensuite le prolétariat, et puis boum, on enchaîne, on sort tous les mots, on fait un petit truc résumé de ah bah alors chez Nietzsche le surhomme c'est cette idée que voilà boum, voilà petit résumé de page Wikipédia, hop, ça part. Bon, on essaie de pas dire trop de conneries, et puis voilà, et c'est bon. Est-ce qu'on apporte vraiment beaucoup de valeur selon ça? Je pense que oui, on en apporte parce qu'il y a des gens qui auraient peut-être pas eu l'information et parfois ça peut aider à clarifier certaines choses. Mais moi, c'est pas le genre de contenu que j'aime. Je trouve que c'est du contenu facile et je trouve qu'on manque d'exigence en tant que public. Peut-être que ça va venir, espérons. Mais voilà. Souvent, une stratégie qu'on évoque beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est cette histoire de niche. Alors moi, j'ai parlé de thématique. La thématique, c'est différent de la niche parce que disons que la niche, ça marche plus ou moins. Mais pas toujours. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux marchent sur cette relation parasociale. C'est ce que je vous ai dit sur cette théorie. C'est en fait, je trouve que on a tendance à résumer, on pense que les gens sont là parce qu'on fait telle thématique. Non. Ils sont venus parce qu'on est dans telle niche, telle thématique. Je préfère dire thématique, c'est un peu différent de la niche. Parce que la thématique, c'est vraiment un angle d'attaque sur la niche. La niche, ça va être le sujet global. Par exemple, dans le cas de, prenons Thibault Louis, qui est sur LinkedIn. La niche de Thibault Louis, c'est freelance entrepreneuriat. Ça, c'est sa niche. Son angle d'attaque, c'est d'être solopreneur. Paf. Et de réciter une grille de lecture très start-up, néolibérale et tout. Enfin, on retrouve, c'est pas pour rien si sa première interview elle est avec Oussama Hamar, en fait. On retrouve des logiques assez similaires. Bon. Oui, mais la niche, c'est, dirons-nous, entrepreneuriat freelance, quoi. Et or, moi, je trouve que la thématique de la niche, du coup, elle est sympa, mais c'est pas... Elle est thématique, pardon. La stratégie de la niche, c'est pas une mauvaise stratégie, mais je trouve que c'est mal comprendre comment fonctionne un média, en fait. C'est-à-dire que les gens vont venir vous regarder parce que vous avez traité tel sujet dans telle niche qui les intéresse, et puis il s'avère que souvent, bon, moi, si par exemple, disons que j'aime bien la natation, je suis une chaîne de natation. Enfin, je vais taper un contenu de natation, je vais tomber sur une vidéo de natation, je vais dire, ah, sympa, je vais voir que le type a fait plein de vidéos de natation, je vais dire, ah, bah, génial, parce que c'est vrai que je regarde régulièrement des vidéos de natation. J'ai pris un exemple à la con, mais vous voyez ce que je veux dire? La personne, elle est nichée natation, du coup, je me mets à regarder les contenus de cette personne parce que je cherche régulièrement des trucs de natation. Par contre, cette personne, si un jour elle décide de faire de la course à pied, il y a moyen que je continue de la suivre parce que, en fait, j'aime la personne, quoi. Et j'aime la façon dont elle fait les contenus. Et pourquoi je suis cette chaîne de natation, disons A, plutôt que la chaîne de natation B? Parce que je préfère la manière de faire de A, en fait. Et c'est pas parce que B fait des vidéos de natation que je vais forcément le suivre. Bon. C'est un peu complexe, mais tout ça pour vous dire que je pense que l'audience, elle vient pour le contenu qu'on fait, mais elle reste pour la personne qu'on est, en fait.
Et ça, c'est un point important. C'est pour ça que la thématique de la niche, je pense que c'est bien pour se lancer. Je veux dire, puis après, vous avez des pivots. Par exemple, Mamie Twinkling. J'arrive pas à dire son pseudo. Mais bref, lui, avant, c'était quelqu'un qui faisait du gaming. En fait, ça, les gens ont totalement oublié. Et après, il s'est reconverti pour faire, passer en mode plus survie. Et ensuite, on est passé maintenant sur des vidéos assez histoire. Et voilà, en fait, alors il a forcément perdu une partie de son audience quand il a fait ces pivots-là, mais une grosse partie est quand même restée. En fait, parce qu'on s'est attaché à la personne, à la façon dont elle traitait les sujets. Donc voilà. Alors bien sûr, là tout ce que je vous ai raconté sur comment moi je pense que ça marche, ce sont des généralités. Généralités que voilà, j'ai l'impression d'avoir observé, mais c'est vraiment que des généralités. Et voilà, c'est pas quelque chose qui est comment dire, il y a des exceptions. Il y a forcément des exceptions, on en connaît toujours forcément. Et aussi, par exemple, vous pouvez même avoir des gens qui ont déjà une grosse communauté. Par exemple, vous avez Kian et Navo là qui ont lancé leur émission Un Bon Moment. Bon, les types postent une fois par semaine, mais après ils postent pas pendant 6 mois, par exemple. En fait, on s'en fout. Enfin, je veux dire, en fait, ils ont une base déjà tellement forte, ils sont déjà connus d'ailleurs que peuvent se permettre, c'est pas très grave en fait, c'est pas très grave s'ils postent pas tout le temps en fait. Enfin, ils ont un capital sympathie déjà tellement fort que voilà, les gens, leur audience va quand même regarder le contenu. Donc voilà quoi, il y a toujours des exceptions en fait dans ce que je dis, mais je pense que c'est ça, c'est la strat, c'est ce qui marche aujourd'hui, c'est ce qui est majoritairement adopté par les influenceurs. Et voilà, et surtout, je trouve qu'après, ça devient extrêmement dur, parce que vous prenez quelqu'un comme Fabien Olicard, il poste une vidéo par semaine sur YouTube. On a très régulièrement des TikTok, Short Reels. Instagram, ça poste tout le temps des stories. Enfin voilà, c'est un boulot monstre, en fait. Essayez de le faire tous les jours. Le faire 1-2 jours, ça va, mais tous les jours, ça devient très compliqué. Alors oui, maintenant, il y a une équipe et tout, et ça, mais je veux dire, il y a un moment, pendant très longtemps, ces gens-là n'ont pas eu d'équipe. Et même avec une équipe, il faut travailler, mais d'arrache-pied. Maintenant, parlons de la conséquence des réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça fait d'essayer d'être une personnalité publique, un influenceur, un youtubeur, un tiktoker, un type qui écrit des trucs sur LinkedIn? Voilà. Déjà, c'est un truc dont on parle assez peu, mais il y avait Amixem qui en avait parlé dans un podcast qui s'appelait Sous-Influence, je crois, ou Influence Podcast, un truc qui est tenu par Aiki Louis, je me souviens plus du deuxième type, en fait, l'addiction aux statistiques, ou plutôt aux notifications. C'est-à-dire que c'est extrêmement grisant de savoir que sa vidéo, son contenu a percé. Mais à un point, vous n'avez pas idée. Et l'application la plus forte là-dedans, c'est TikTok. Parce que TikTok, il vous met une notification dès que quelqu'un pose un j'aime. Mais là, vous n'avez pas idée. Enfin, vraiment, le shot de dopamine, il est monstrueux. Sauf qu'en fait, ça, derrière, ça crée un système d'asservissement. C'est-à-dire que vous avez toujours envie d'avoir ce shot-là de dopamine. Et donc, après, dès que vous postez le moins de contenu, vous vous mettez à tout le temps regarder les stats de votre chaîne. Ou de vos contenus. Que ce soit la chaîne YouTube, ce que vous postez sur LinkedIn et tout, etc. En fait, à partir du moment où vous avez un contenu qui perce un minimum, après, vous devenez complètement accro. Et même, vous regardez vos stats, alors que parfois, ça fait une semaine que vous avez posté. Enfin, vraiment, il y a de l'addiction, en fait, à ça. Et qui plus est, si vous êtes sur Instagram, et je pense aux influenceurs très connus, mais c'est infernal. Les mecs reçoivent des notifs, mais tout le temps, quoi. Ils ont des DM qui sont pleins à craquer. Et en plus, on sait que ces applications-là, Instagram, tout ça, elles sont conçues pour vous rendre accro. Du coup, forcément, tout de suite, mais c'est le bordel, en fait. On en devient, mais complètement asservi par ces notifications, parce que ça nous crée de la dopamine. On cherche toujours à avoir de la dopamine, et on devient obsédé par ces stats. Qui plus est, ça renforce aussi la pression à publier, en fait. Parce que il y a une pression à publier qui existe. Mais ce mécanisme-là d'avoir de la dopamine fait qu'en fait, on commence à être accro aussi au fait de publier. Se dire, je veux une vidéo qui perce et tout, etc. Et c'est pour ça qu'on a parfois aussi une baisse de qualité des contenus. C'est qu'en fait, on se rend compte que tel truc perce, du coup, boum, on le répète. Et voilà. Et ce qui marche, c'est toujours ce qui est plus mainstream, ce qui est moins recherché. C'est comme ça. De là à dire que les gens sont stupides, je ne pense pas, mais je pense qu'on a habitué les gens avec du snack content, des trucs à la démotivateur ou des conneries comme ça. Et du coup, forcément, en fait, on en devient, puis même c'est l'attention humaine, c'est comme ça, en fait. Donc, forcément, tout ce qui est contenu très facile, ça marche, et du coup, les gens, le répètent. Mais bref, cette pression à publier, elle existe parce que, en particulier, quand on devient dépendant de
Ce qui a été mon cas en fait. Moi pendant un an j'ai quasi pas gagné de revenus et là maintenant on va en parler un peu après quand on parlera de la thune, mais là maintenant ma réserve de trésorerie commence à vraiment s'amenuiser et ça devient vraiment la merde. Du coup il va falloir que je fasse l'effort d'aller gagner de la thune. Et le fait d'avoir du coup cette pression à publier, elle devient réelle parce que quand on a tous les œufs dans le même panier dans la création de contenu, et si on publie pas, on ne mange pas. Et c'est un vrai problème chez les streamers Twitch en fait qui sont obligés de streamer plusieurs fois par semaine sans prendre de pause parce que sinon les mecs se font juste ils ont plus d'argent en fait. C'est tellement déjà chronophage prenant et ça descend d'un coup. Il y avait un streamer la Crane qui avait fait une émission qui un pote il me semble de JDG qui avait fait une émission à l'époque sur jeuxvideo.com, le LFG, la Looking for Games sur des MMORPG qui était assez sympa. Crane est devenu après streamer et Crane il a arrêté là à un moment pendant 2-3 mois, c'est revenu mais ils se sont cassés la gueule, effondrés d'un coup en fait. Et c'est là où on est complètement asservi aux plateformes et qu'il y a cette pression là de publier sans arrêt parce que sinon vous mangez pas en fait d'une certaine manière. Et alors que parfois on a envie de prendre des pauses mais l'audience elle s'en fout. Vous avez envie d'être en vacances, mais votre public, non, il veut pas forcément être en vacances. Donc du coup, il y a cette pression très très forte à publier qui s'installe, qui est assez difficile à gérer. Alors à la fois, on peut se dire que c'est un problème de mettre tous les œufs dans le même panier, mais aussi on peut raisonner inversement en se disant on met sa peau en jeu, du coup on va devenir plus performant. Et c'est un équilibre à trouver. D'une certaine manière, je pense qu'il faut vraiment avoir brûlé ses navires, quoi. La stratégie à la Pyrrhus. Il me semble que c'est Pyrrhus, mais je suis pas sûr. Bref, brûler ses navires, c'est un peu extrême de pas pouvoir faire le chemin inverse, mais ça peut pousser au dépassement. Mais à la fois, il n'y a pas de voie de retour et donc ça peut nous angoisser et se rester à l'esprit de se dire putain j'ai aucune voie de sortie. Et c'est compliqué, je pense que c'est en fonction des gens, des personnes. Ce qu'on voit dans l'entrepreneuriat, c'est aussi les appétences à prendre des risques. Si vous êtes capable de prendre beaucoup de risques, vous faites des startups. Et encore, ça dépend. Il y a des risques, il y a des vrais risques, des risques de carrière et tout, etc. Mais les risques monétaires, normalement, si on gère pas trop mal sa trésorerie, si on n'a pas hypothéqué sa maison ou autre, ça reste un minimum réduit. Mais il y a des risques quand même parce qu'on se paye pas et tout, donc il y a des vrais risques. Et si vous voulez prendre moins de risques, vous faites commerçant par exemple, vous avez d'autres modèles d'entrepreneuriat, et inversement, quand on prend encore moins de risques, vous faites freelance, encore moins de risques, vous faites salarié, enfin bref, vous voyez, différents modèles de risques. Mais aussi, ce qui est bien, c'est aussi de mettre un peu sa peau en jeu, d'avoir une petite part de risque pour pousser au dépassement. Et donc, je trouve que c'est un équilibre qui est assez personnel à trouver, mais justement, il faut arriver à trouver cet équilibre pour avoir un intérêt à publier. Parce que on a une forme de dépendance un peu à ça, pas juste de dopamine, mais une petite forme de dépendance. Néanmoins, une forme de dépendance qui reste très faible et très marginale, et où ça nous met pas dans la merde non plus de pas publier, parce que c'est rien de pire que d'être esclave en fait. C'est un peu le problème après de la fameuse prison dorée, qui est un vrai problème en entrepreneuriat, dont on va parler un peu après. Je sais que je dis souvent ça et que je vous tease des trucs, mais c'est pour le watch time. Alors, mais au-delà de ça, c'est parce que forcément il y a un plan, donc j'essaie de le suivre un minimum pour que ce soit un peu structuré. Maintenant, parlons de ce problème-là, c'est qu'être créateur de contenu, il y a marqué créateur dans le titre. Et en fait, moi, c'est un petit peu ce qui m'a déboulonné et désarçonné, un petit peu la grosse désillusion de ça. C'est qu'en fait, souvent, c'est plus on crée un contenu ou un type de contenu, un format, qu'après on va répéter. En fait, et il y a vraiment une uniformisation du contenu. Avec ce que je vous ai dit plus haut, donc la dopamine liée au fait que on a trouvé un format qui marche, du coup on va le faire pour qu'il marche de plus en plus, quoi. Quitte à l'étirer, parfois l'étirer à un point où on devient absurde et ridicule. Et d'ailleurs c'est tout à son honneur à Zerator pour le The Event qui a dit non, on va arrêter maintenant les The Event de cette forme-là. Parce que il a conscience que sinon ça va déformer totalement la chose et il vaudrait mieux arrêter. Donc vraiment c'est tout à son honneur de ça. Et aussi on a une pression de ce qui marche, aussi pression psychologique, mais aussi pression via le business model, via les marques et tout. En fait, on n'est plus si libre que ça. Et en vérité, la création, en fait, elle devient de plus en plus restreinte. Alors moi, je trouve ça kiffant
Alors ça dépend de ce que vous faites et tout, mais moi ce que je kiffe, c'est vraiment inventer un format de A à Z, mais après, putain, le répéter encore et encore et encore avec les mêmes logiques de montage. Oh, enfin, on peut itérer et l'améliorer petit à petit. Ça, c'est sûr. Mais en fait, après, moi, je trouve ça trop répétitif et vraiment, ça m'ennuie. C'est-à-dire qu'on pourrait voir YouTuber comme quelque chose de très créatif. Il y a de la créativité. Mais quelqu'un comme Squeezie, c'est très créatif quand il fait le Grand Prix Explorer ou autre, ou c'est Thread Horror. Mais, enfin, et encore, c'est Thread Horror, c'était créatif au début. Mais maintenant, les derniers, là, le type, il est en mode pilote automatique, en fait. Et, bah, j'avoue, moi, c'est des trucs qui m'ennuient, en fait. J'aime pas la routine. Et mine de rien, on pourrait penser que ces choses-là, en voyant les différentes vidéos qu'ils ont les différents formats, c'est pas sujet à la routine, mais en fait, bah si quand même. C'est pas pour rien, c'est un des youtubeurs les plus balèzes, ça reste quand même. Enfin, en termes d'abonnés, c'est Thibaut InShape, bon, puis balèze aussi musculairement. Hein. Mais en fait, Thibaut InShape, il a justement trouvé son format, son contenu, et il répète, il itère. Et c'est un type qui est vachement dans la routine. Si vous écoutez les interviews, enfin le mec a un mode de vie militaire. Il se lève à 6h du mat, il fait ça, tac, 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 avec des routines très précises et tout. Et ça marche parce que c'est ce que les gens veulent, c'est ce que les réseaux attendent. Enfin, il est pile poil bien inscrit dans son époque. Maintenant, parlons d'un autre point qui est complètement ignoré. Ou plutôt qu'on a du mal qu'on ne devine pas. C'est toujours quelque chose qui surprend les gens et qu'on découvre sur le tas, c'est la solitude. Bon alors, moi, heureusement, je suis en coloc, donc tout de suite, ça réduit la solitude. Big up à ma coloc derrière la caméra. Mais néanmoins, être influenceur, c'est un job solitaire, en fait. Vous n'avez pas de bureau, donc ça implique pas de collègues, en fait. Vous passez votre journée tout seul dans votre appartement à juste faire du contenu. Alors, c'est très cool, hein. Mais je veux dire, vous êtes tout seul. Et on n'est pas tous très introvertis, assez introvertis pour ça. Moi-même, heureusement, je me suis instauré plein de routines à droite à gauche, de voir des amis très régulièrement et tout et ça, parce que sinon je pète un plomb en fait. Je suis tout seul à faire ce que je veux, je peux le partager à personne, parce que c'est assez difficile. En fait, il y a personne qui comprend les logiques. C'est un métier tellement particulier que, ou au-delà d'un métier, parce que moi j'en vis pas, donc peut-on dire que c'est un métier plutôt une pratique. C'est une pratique tellement particulière dans mon cas que bah là, je peux en parler à personne en fait, parce que personne comprend ce que c'est. Personne comprend ces histoires de pression à poster, ces histoires de haters, c'est tout. On y revient juste après. Donc très compliqué tout ça. C'est un métier qui est vraiment très solitaire et peu de gens en fait. Enfin, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est aimé des gens et tout, et que ton audience, mais l'audience en fait, c'est juste des gens derrière un écran. En vérité, et on en prend conscience. C'est pas des vrais contacts sociaux. D'ailleurs, ces mêmes gens-là sont prêts à vous flageller dès que vous faites une connerie. Pas tous, mais je veux dire, aux yeux en tant qu'influenceur, en fait, en tant que créateur de contenu, on voit peu la différence, à part quelques membres qui postent très régulièrement. Je pense à Pacifique en dessous de mes vidéos, big up à toi, qui soutient souvent mes TikTok et tout, ou même Anayala. Mais à part ces quelques personnes très précises qu'on va voir identifier, le reste, en fait, bah c'est une masse en fait d'une certaine manière quoi. Et donc c'est pour ça que c'est assez ça rend le truc assez compliqué quoi. Et donc du coup c'est vrai que la solitude, on se dit parfois on peut avoir cette envie narcissique de dire ah je vais me faire aimer, un peu c'est un désir inconscient de se dire oh, je vais poster pour me faire aimer, les gens vont aimer ce que je vais faire et tout, je vais être moins seul. En fait non, on est beaucoup plus seul parce que voilà, et même les gros introvertis, c'est un peu un des enseignements du confinement du Covid, c'est que même il y a plein d'introvertis qui ont très mal vécu le confinement, parce que même en tant qu'introverti, bah il y a une petite dose de contact social à avoir, quoi, minimum. Alors que bah là, quand on est créateur de contenu, vous postez tous les jours, vous travaillez tous les jours de chez vous et ben vous voyez personne. En fait, vous avez aucun collègue qui vous dit ah bah viens on va boire un coup à la fin du taf et tout. Vous mangez tout seul. Enfin vraiment vous passez votre journée tout seul de A à Z. Alors après, vous allez me dire, oui, mais les gens comme Amixem et tout, ils sont pas seuls, machin. Non mais attendez, là on parle de personnes qui ont atteint une masse critique très très forte, qui ont une vraie entreprise. Mais avant d'avoir ça, il faut ramer les gars. D'ailleurs, la Redbox, à la base, pourquoi elle a été créée? Ben parce que en fait, il se faisait chier tout seul. C'est Vodka qui avait rejoint Amixem à Angers pour se dire bon vas-y on va s'entraider, on va essayer d'avoir un petit bureau commun ou de se mettre au début ils louaient des apparts étudiants justement pour différencier un peu parce qu'évidemment on travaille de chez soi pendant très longtemps, ce qui peut pas toujours être très facile, hein, parce que le télétravail un peu de temps en temps c'est sympa, mais tout le temps
on l'a bien vu pendant le Covid, ça peut être très pénible. On n'est pas tous faits pour ça. Et voilà, Mixem et Vodka s'étaient rejoints sur Angers. Ils avaient chacun leur appart qu'ils avaient loué, une petite mansarde, un petit 15 mètres carrés étudiant qu'ils avaient loué juste pour faire leurs vidéos. Et comme ça, ils pouvaient se voir un petit peu le soir et tout. Et puis après, ils ont créé ce collectif de la Redbox où il y a Joka, Neoxy et Mastu qui les ont rejoints pour créer, pour avoir ce gang-là de youtubeurs. Et d'ailleurs, voilà, Joka et Mastu, ils ont continué après avec le lot en fait. Pour avoir ce collectif-là. Mais pourquoi ces collectifs sont créés, en fait? Mais c'est parce que les types, ils sont tout seuls, ils sont dans leur chambre. Ils dépriment énormément. D'ailleurs, dans la déprime de Mastu, la dépression de Mastu, alors attention, je ne dis pas que la dépression, c'est pas quelque chose de monofactoriel, c'est multifactoriel. Il y a plein de raisons pour qu'on soit en dépression. Néanmoins, une des choses qu'il invoquait, c'était le fait qu'il était tout seul, en fait. Et d'ailleurs, je vais pas dire on le voit, parce que les réseaux sociaux sont assez fake, mais l'impression qu'on a de l'extérieur, c'est qu'il a l'air de se sentir un peu mieux depuis qu'il y a le lot, parce que justement, il y a cette ambiance-là assez conviviale, qui a l'air d'être créée, mais encore une fois, c'est du fait que ça se passe très très mal là-bas, on n'en a aucune idée, mais en tout cas, il est plus tout seul, en fait. Et ça crée quelque chose de différent. D'ailleurs aussi, parfois on peut se dire que, par exemple, ils sont très entourés, ils ont plein d'amis, mais en fait, les gars, c'est ce que le joueur du grenier avait appelé le fit and fun, en fait. C'est-à-dire que c'est des logiques de showbiz, en fait. C'est pas parce que les gens tournent des vidéos en même temps qu'ils sont potes. Et d'ailleurs, ça m'a fumé parce que c'est une journaliste de 20minutes.fr, là, qui a fait un petit reportage sur le GP Explorer, là, de Squeezie. Et elle a sorti cette phrase que je trouve incroyable. Squeezie et ses amis. Non. Ils sont pas tous potes avec Squeezie, Alors, ils sont pas ennemis non plus de Squeezie, mais on est dans des logiques de showbiz. C'est-à-dire que tout le monde a intérêt à être amis, mais du coup, à la fois, on est tous sympas entre tout le monde, et ça, c'est quelque chose, en fait, qu'on voit bien dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça que peut-être j'arrive à mieux le capter, cette chose-là, parce qu'en fait, ça sert à rien d'être méchant en entrepreneuriat. Enfin, vraiment, faut être con, je suis désolé, même dans la vie de tous les jours, mais du coup, encore plus particulièrement dans le cadre du showbiz, en fait, c'est pas juste qu'il faut être gentil, il faut s'afficher comme étant super pote pour créer des bons contenus, pour avoir ça, c'est le fit and fun, en fait. Les gens, ils se disent, en ayant cette fausse alchimie entre les gens, cette alchimie un peu artificielle, les gens se disent, oh, c'est génial et tout, et il y a très certainement beaucoup d'influenceurs et de youtubeurs qui sont potes, Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est pas des potes, des vrais potes, c'est pas des vrais amis, en fait. C'est-à-dire que demain, il y en a un qui est grave dans la merde, boum, ça se sépare. Et on a bien vu le cas avec Cyprien et Squeezie où les gens, en fait, ont pas compris. Mais normal, c'est pas des vrais amis, c'était des collègues de boulot. Et en fait, voilà, au bout d'un moment, il y a un collègue qui a arrêté de répondre à l'autre. C'est quelque chose qui arrive dans le monde du travail. Mais dans le cadre ça a choqué un peu beaucoup de gens, dans le cadre de Cyprien et Squeezie. Mais c'est normal, en fait. Ça arrivait à beaucoup d'autres youtubeurs. Pas beaucoup de personnes dans le showbiz, en fait, plus que des youtubeurs. C'est des logiques de showbiz. Et ça, c'est quelque chose qu'en tant qu'audience, on a du mal à intégrer. Et même en tant que créateur, en fait, c'est quelque chose qu'on va découvrir au fur et à mesure, tout bêtement. Enfin, parlons d'un gros point. La relation, la fameuse. Celle dont on parle maintenant tout le temps pour évoquer ce que c'est que les youtubeurs, les influenceurs et tout. La relation parasociale ou l'asymétrie entre le créateur et son audience. Alors, qu'est-ce que c'est que la relation parasociale déjà? En fait, c'est le fait que, en voyant régulièrement une personne sur les réseaux sociaux, un youtubeur, on va créer une forme de lien avec lui, un lien affectif, alors que on ne le connaît pas, on l'a juste vu à travers les réseaux, on l'a jamais vu dans la vraie vie, mais il y a une forme de lien qui va se créer, on va se dire, oh, il est trop cool, oh, machin, on va projeter des choses, des affects sur lui, on va presque être, entre guillemets, pote, enfin se sentir pote, alors que on ne l'est pas, on ne l'a jamais vu en vrai, et c'est complètement asymétrique. Parce que ce qu'on oublie dans la relation parasociale, c'est aussi cette idée que, voilà, en tant que créateur, on n'a rien à voir, on est complètement... L'audience, c'est une grosse masse informe, hormis peut-être 2-3 personnes avec qui on sympathise, mais ça reste une énorme masse informe et uniforme, de laquelle on n'est pas... Enfin, ça choque en fait tout le temps de savoir que quelqu'un connaît beaucoup de choses de notre vie ou est très amical avec nous, alors que on se dit bah ouais mais attends, moi je fais mes contenus, je suis derrière mon écran, alors oui des gens me répondent, mais enfin
voilà, il n'y a pas ce lien là qui est tissé. En fait, c'est vraiment quelque chose de fondamentalement asymétrique, la relation parasociale. Mais du coup, ça crée beaucoup d'incompréhension de la part des viewers, parce qu'en fait, les viewers, ils voient juste des vidéos, des contenus, et à partir de ces contenus-là, on se met à extrapoler tout sur la personne. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans leur vie privée, en dehors. Et par exemple, ça a complètement été le cas avec l'affaire Dirty Biology, où ça a choqué beaucoup de monde, parce que le mec, je suis désolé, il a l'air trop cool, trop sympa dans toutes ses vidéos. Vraiment, ça a l'air d'être un ange, un enfant de cœur. En fait, c'est pas quelqu'un qui est vraiment de gaieté de cœur finalement. Alors après, on va pas parler de cette affaire outre mesure, mais ça montre justement, elle est très frappante pour parler de la relation parasociale. D'ailleurs, j'ai fait des TikTok dessus. Je vous invite à aller les voir parce que c'est un angle très intéressant à avoir. Et du coup, cette relation parasociale, en fait, on pourrait penser que les youtubeurs, les influenceurs, les créateurs de contenu en sont victimes. En fait, non, pas tant que ça, parce qu'ils essayent aussi de maintenir cette illusion. On est toujours souriant au début de nos vidéos, que ça est bien ou pas. C'est vraiment, on essaye de maintenir aussi ce truc-là, en fait, de maintenir le cadre. Par exemple, là, vous vous dites, oh, il a tourné dans son salon et tout, etc. Mais les gars, j'aurais pu tourner dans ma chambre ailleurs. Et pourquoi j'ai tourné dans le salon? Parce que la bibliothèque, elle est archi stylée. Ça montre que voilà, c'est en cohérence avec mes contenus. Je suis quelqu'un un minimum cultivé et tout. Vous voyez, il y a le petit miroir là sur le côté. Je sais pas si on le verra dans le cadre, mais en tout cas, il est bien stylé et tout. Voilà, ça crée. Le cadre, il est pensé, un minimum. Alors, c'est quand même, j'ai pas assemblé pile poil ça, mais j'aurais pu tourner dans d'autres éléments et ça a été choisi. En fait, c'est très spécifique. Et ça maintient cette illusion, c'est pas pour rien. C'est pour ça que c'est un peu bizarre quand ils tournent dans des studios, en fait, parce que ça maintient cette illusion de oh, ils sont chez eux et tout, c'est génial. Mais non, pas du tout, en fait. Ils sont dans un studio où je veux dire, il y a une étagère, les livres, ils ont été pensés minutieusement pour que ça rentre bien, mais c'est pas chez eux, c'est pas quelque chose de familier, en fait, forcément. Pour ça que ça a choqué beaucoup au début de YouTube. Je me souviens quand vous avez les Cyprien Norman qui sont passés dans des studios. C'était les premiers, c'était les plus gros YouTubeurs, c'était les premiers à investir dans les studios. Et on sentait le fake, c'était très très bizarre en fait. Puis après, au final, on a fini par s'y accoutumer, s'y habituer. Et maintenant, on a accepté la chose en fait. Et voilà quoi, du coup il y a vraiment cette idée, on maintient une forme d'illusion toujours aussi en tant que créateur de contenu, donc ce qui crée cette asymétrie. Et enfin, le gros point qui est très important sur les conséquences des réseaux sociaux, les haters. Alors ça, c'est un bordel. Bon déjà, moi j'ai pas Twitter pour éviter d'avoir ces merdes-là, mais les haters, c'est très compliqué parce que personne, tant qu'on n'a pas vécu, on s'en rend pas compte. Se prendre une vague de haine, c'est terrible, c'est extrêmement compliqué. Parce que je saurais pas comment bien le décrire, parce que c'est assez compliqué en fait de le décrire à des gens qui l'ont pas vécu. C'est-à-dire que on a besoin toujours, on essaye de faire des vidéos pour qu'elles plaisent, sinon on les ferait dans notre coin et puis on les publierait pas. Et du coup en fait avoir une vague d'avis négatifs, mais c'est très compliqué parce qu'on a beau se dire c'est du texte, c'est rien et tout, etc. Ben, le cerveau, lui, il raisonne pas comme ça. Quelqu'un vous dit nique ta mère en commentaire, mais c'est ridicule, même s'il écrit avec des fautes d'orthographe. Mais en fait, pour votre cerveau, c'est comme si vous l'avez dit dans la vraie vie. C'est ça qui rend le truc aussi difficile. Et moi, j'avoue que ça a été un truc où j'ai pas mal struggle pendant un moment. Même encore maintenant, je sais pas si je réagirais bien à des vagues de haters. C'est que parfois, voilà, il y a des contenus qui plaisent pas et tout. Vous avez plein de touristes qui débarquent. Et c'est assez pénible. Surtout que moi, j'aime bien faire des contenus, j'irais pas dire polémique, parce que je recherche pas la polémique, mais plutôt dans la zone grise, en fait. Des contenus où on va prendre un truc de la doxa et montrer vraiment l'aspect nuancé de la chose, sortir de ce fameux noir et blanc, parce que la nuance commence là où s'arrête le noir et blanc, c'est bien. Et du coup, ça peut amener parfois des réactions. J'ai fait des vidéos sur le QI qui sortaient un peu de la norme. Putain, mais j'ai pris tarif dans certains commentaires, ou une de mes vidéos sur Batman où j'ai voulu montrer que les logiques de discrimination positive qui avaient été introduites par le casting, ce qui est une réalité, hein, c'est une réalité, hein, c'est factuel. Et je trouvais qu'à mon avis, elle desservait plutôt la cause et créait en fait limite favoriser, d'autant plus les discriminations, en tout cas les inégalités, plutôt qu'elles étaient censées les raccommoder. Quand vous voyez que commissaire Gordon, qui est la seule personne d'origine afro-américaine, enfin, qui est un Afro-Américain, ok, d'accord, mais c'est le seul dans la police. Vous faites, non mais les gars, vous auriez pu faire un effort quand même. C'est caricatural là. Voilà, puis c'est pas le personnage principal, parce qu'évidemment le personnage principal est un mâle blanc cisgenre qui est riche et tout. Bon,
Moi, je m'en fous de ces clichés-là. Je suis mal blanc cisgenre. Donc, mais c'est juste pour montrer l'hypocrisie qu'il y avait derrière ça. Et bah, ça a été très, très mal reçu. Je vous invite à regarder les commentaires de cette vidéo. C'est n'importe quoi, vraiment. Le zoo total, quoi. Bah, ça, c'est parfois un peu compliqué à encaisser. Peut-être une bonne manière d'encaisser ça, c'est en fait de traiter tous les commentaires de façon neutre, que ce soit les positifs comme les négatifs. Parce que en fait, au fond, ce sont juste des gens derrière leur écran qu'on ne connaît pas, qui peuvent être aussi fanatiques dans le bon que dans le mauvais. Et donc, je pense qu'il faut juste vraiment, il faut essayer de pas y prêter d'importance. Et c'est ça qui est assez compliqué parce que très facile à dire, très difficile à faire, encore une fois. On peut essayer de prêter assez peu d'importance à certaines choses liées à, je sais pas, aux commentaires ou autre, mais on va forcément commencer à regarder les j'aime et les vues, par exemple. Ça influence forcément. Mais moi, bon, j'essaie d'être plus factuel sur le ratio. J'essaie de regarder le ratio vues, j'aime, mais bon, c'est assez compliqué en fait. C'est assez compliqué de savoir quand une vidéo a été vraiment appréciée à sa juste mesure. Dirons-nous, parce que parfois il y a des vidéos, moi j'ai des vidéos TikTok qui ont vachement bien marché et je trouve qu'elles sont pourraves et ça me fait chier qu'elles marchent beaucoup en fait. Il y en a une sur, j'avais fait un sujet sur le chemsex qui avait beaucoup marché, qui est en fait la pire vidéo sur le chemsex. Et ça me fait chier en fait. Mais j'ai hésité à la retirer, mais bon, je retire pas mes contenus, je préfère assumer. Donc voilà, ça c'était pour la partie conséquences des réseaux sociaux. En fait, c'est ce qu'on ne voit pas, mais c'est aussi pour ça qu'il faut en parler. Maintenant, parlons peut-être que la partie dont beaucoup attendent, la thune. C'est quoi les modèles économiques? Alors, on va commencer par le plus obvious, la monétisation. Parce que, mais avant de parler de la monétisation, pourquoi il y a la nécessité d'un modèle économique? Les gars, ça prend tellement de temps de faire du contenu, c'est devenu un job à plein temps. On peut pas créer, rivaliser sans mettre quelque chose un peu au détriment dans sa vie pro. Voilà, c'est extrêmement dur de mener les deux de front, en fait. Peu importe le bullshit qu'on vous sort, ça reste compliqué. Parce que si vous avez un job très prenant, bon, je suis désolé, t'as fait 3 heures le soir, chaque soir, sur ces contenus, c'est pas facile. C'est pas facile. Vous sortez de vos 8h, 18h, vous êtes éclaté. Bon, vous avez un peu envie de faire autre chose que tous les soirs d'être là à créer des contenus, à faire du montage, du tournage et tout, de les recherches, enfin voilà. Et même si vous essayez comme moi de vivre le rêve jusqu'au bout, et ça devient quand même, ça reste assez difficile en fait parce que voilà, c'est un taf à plein temps. Mais au-delà d'un taf à plein temps, c'est aussi un taf qui est plus qu'un plein temps en fait, parce que faut toujours être présent. Il y a une charge mentale énorme et moi j'ai pas d'équipe. Et pendant longtemps, quand vous débutez, vous n'avez pas d'équipe. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué, assez difficile. Du coup, la monétisation, c'est le truc un peu obvious en fait, les pubs avant les vidéos. Mais le problème de la monétisation, c'est qu'en fait, c'est le truc un peu obvious. On se dit oh bah oui, ça fait gagner de l'argent et tout, mais en fait, ça fait gagner peanuts, des cacahuètes les gars. Parce qu'en fait, pour que la monétisation rapporte un peu, il faut avoir une grosse masse critique. Mais même des mecs comme les McFly et Carlito, ils doivent gagner 6-7 000 euros de monétisation par vidéo quand elles sont pas démonétisées. Ah bah oui. Mais je veux dire, on peut dire, c'est beaucoup et tout, etc. Mais sauf qu'attendez, il y a des moyens de ouf derrière la vidéo. Faut payer les cadreurs, l'équipe technique, les monteurs et tout. Et là les 7 000 euros avec ça, c'est parti, hein. Les lumières, tout ça, enfin, ça fait longtemps que c'est parti, hein. C'est pas des trucs qui vont direct dans leur poche. Donc, la monétisation, vraiment d'avoir un format vraiment qui coûte pas cher et tout à produire, c'est quand même assez compliqué d'en vivre. Et surtout, il faut une grosse masse critique pour que ça devienne intéressant. Moi, à mon échelle, sur YouTube, c'est peanuts. Sur TikTok, on va y revenir, mais c'était assez peanuts aussi, jusqu'à très longtemps. Jusqu'à très récemment plutôt, pour vous dire, moi ma vidéo, ma plus grosse vidéo qui a fait 300 000 vues, je dois toucher, franchement, je touche même pas 1 euro de monétisation là-dessus, c'était ridicule. Et aussi, bon voilà, la monétisation du coup des vidéos, c'est sympa, mais c'est assez instable parce que si on vous strike la vidéo pour droit d'auteur et tout, etc. Alors YouTube est devenu très vénère là-dessus, mais en fait, pensez pas que des trucs comme TikTok, Short et Reels vont l'être beaucoup moins. Non, c'est le contraire, ça va devenir tendanciellement, structurellement, ça va devenir de plus en plus pire là-dessus. Donc voilà, maintenant, parlons aussi de cette nouveauté de la monétisation sur TikTok. TikTok ont sorti ce truc incroyable qui fait rêver tout le monde. Waouh! 1 euro, les 1000 vues. Mais c'est incroyable. Mais en fait, quand on y réfléchit 2 secondes, ça va pas tenir. Pourquoi est-ce qu'ils ont instauré une monétisation? Pourquoi ils l'ont instauré que maintenant? Pourquoi ils l'ont pas fait avant? Parce qu'en fait, il y a un contexte de guerre entre YouTube Short, Reels
et TikTok. Et du coup, voilà, chacun essaye de faire des nouveaux trucs. Et donc TikTok se sont dit, bon, en fait, les gens essaient de se battre pour l'attention et pour les créateurs, ce qui est génial en termes de position de créateur. Mais il n'empêche que, voilà, ce ratio-là, il ne va pas tenir. C'est vraiment, il injecte du pognon à don parce que les 1 euro les 1000 vues, c'était le ratio à peu près d'avant de YouTube. Mais d'avant, il y a très longtemps. Donc, vous voyez bien une vidéo YouTube, ça dure 10 minutes, un TikTok, ça dure 30 secondes. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Il y a un moment, les pubs TikTok ne rapportent pas énormément, pas tant que ça, en fait, en comparaison. D'ailleurs, les pubs TikTok, je sais même pas si c'est une bonne idée, je sais pas, c'est un truc qui swipe direct. Je pense que vraiment, ça se consomme vraiment moins bien qu'une pub YouTube. Donc, je pense que ça doit rapporter vraiment assez peu d'argent. Ça doit pas être si rentable que ça pour TikTok. Donc, voilà, moi, je pense que c'est vraiment, ils mettent sous perfusion les créateurs pendant quelques années, mais après en fait les revenus vont dégringoler, un peu comme Twitch en fait. Les gens sont vénères sur Twitch à juste titre parce que voilà, certains gros créateurs, ils voient leurs revenus divisés par 2, très à juste titre. Mais en fait, c'est quelque chose qui était normal, c'est-à-dire que au début ces plateformes-là, c'est les stratégies comment ça s'appelle, du winner takes all en fait. Je crois que c'est à peu près ça le nom, mais bref, c'est cette stratégie un peu de start-up et tout, on essaie de cramer le marché, on casse les prix le plus possible pour au final, hop, avoir tout le marché pour soi et après, voilà, on essaie enfin d'être rentable après, quoi. C'est un peu le problème parfois de pas vouloir monter des entreprises bien rentables dès le début, là c'est le cas en fait, hein. On se bat pour l'attention des gens, quitte à pas être rentable derrière, à être dépendant d'autres sources de monétisation. Donc c'est pour ça, en plus, la monétisation TikTok, on peut dire, oh, c'est génial et tout. Mais moi, par exemple, à mon échelle, je ne l'ai pas. Alors oui, j'ai les 10K abonnés. Il faut, il y a 3 conditions. Enfin, c'est 1 euro les 1000 vues et il faut faire plus de 100 000 vues par mois et avoir 10K abonnés. Moi, les 10K abonnés, je les ai. C'est pas si compliqué de les avoir. Si vous postez régulièrement, ça va finir par monter. Par contre, les 100 000 vues par mois, non, là, c'est plus compliqué. Et pour ça, il faudrait que je poste tous les jours, très régulièrement, sauf que bon, moi, ça me saoule. J'ai pas envie d'être enfermé là-dedans. Donc, c'est pour ça que ça devient quelque chose d'assez compliqué. Donc, ça a l'air d'être, sur le papier, c'est génial, mais en fait, il y a peu de créateurs qui vont pouvoir en bénéficier. Et surtout, ils vont devoir travailler d'arrache-pied. Ça va enchaîner les créateurs, parce que faire les 100K vues par mois, voilà, il faut poster très régulièrement pour avoir 1 ou 2 vidéos qui percent au moins par mois pour tirer ça. Et voilà, moi je pense que franchement, j'ai les 100K vues par mois, j'ai dû le faire 2 mois sur TikTok ou 3. Parce que j'avais une grosse vidéo qui avait percé, mais c'est tout en fait. Donc c'est pas voilà, ça marche pas. Et puis quand même, qu'est-ce qui se passe? Moi vraiment, si même sans ça en fait, on n'a pas tant de choses qu'on se dit oh génial, une vidéo. Moi ma plus grosse vidéo fait 300 000 vues. Ça fait 300 euros. Waouh, c'est génial. Mais les gars, 300 euros. Allez, si on compte le reste, ça fait que j'aurais pu avoir un mois qui tourne à 500 balles. Un gros mois pour moi, il aurait pu tourner à 500 balles si j'avais rempli les conditions. C'est pas un salaire 500 balles. Parce que 500 balles. Parce qu'il va falloir le déclarer à l'auto-entrepreneur. Il va falloir le déclarer à l'État. Et pour ça, on va passer par le statut. Si on n'a pas de société, on va passer par l'auto-entrepreneur, ce qui fait que, hop, vous avez 25-30%, boum, qui part à l'État, quoi. Et si vous avez une société, alors là, avant que ça arrive dans votre poche, les gars, il va falloir diviser par 2-3, quoi. Enfin, ce qui est pas un mal. Mais c'est pour faire comprendre la réalité du marché, en fait. C'est cool. Mais à moins d'avoir un énorme volume, et d'être prêt de faire le sacrifice de publier comme un porc. Bon, mais peu de personnes sont capables de faire ça. Du coup, la strate qui est adoptée par la majorité des youtubeurs aujourd'hui et des influenceurs, c'est le sponsoring. Et oui, effectivement, bon, voilà, ça marche vachement bien, quoi. Et c'est une strate de télévision, en fait, de sponsoriser un contenu d'une certaine manière, c'est de la pub, hein, on reste dans de la pub, mais de la pub ce coup-ci qui est beaucoup plus intentionnelle, qui est pas imposée par la plateforme, mais qui est choisie ce coup-ci par le créateur. Sauf que là ici en fait, on peut se dire que c'est génial, mais déjà faut avoir une certaine masse critique, mais aussi il faut avoir des gros rendements en fait, des bons taux d'engagement de l'audience et très régulièrement. C'est-à-dire qu'une marque elle va pas vouloir vous sponsoriser si vos contenus, alors oui, si parfois vous faites beaucoup de vues, mais c'est que c'est très irrégulier. Du coup, vous comprenez pourquoi on en revient à cette uniformisation des contenus vers des contenus plus faciles qui marchent à tout prix, un peu snack et tout, très accessible en fait, où on baisse la qualité pour pouvoir augmenter la quantité et surtout le reach, l'audience qu'on atteint. Donc du coup, on va privilégier ces contenus avec beaucoup d'engagement.
C'est pour ça que Squeezie a pu sponsoriser autant de trucs dans le Grand Prix Explorer, quoi. Il y a plein de marques. Vous avez Rhino Shield, NordVPN, enfin vraiment, vous avez une chier. Fruits et toutes des marques qui sponsorisent régulièrement le YouTube Game parce que les types savaient que ça allait faire masse d'audience. Et on sait que Squeezie est un gros créateur, donc en plus on réunit tout le YouTube Game en un événement sur Twitch, enfin tout le YouTube et le Twitch Game, donc forcément c'est pépite, ça marche vachement bien. Mais vous comprenez très bien que voilà, ça reste des événements exceptionnels, c'est assez rare. Et pour avoir ça, en fait, ça nécessite de créer du contenu très régulièrement. Si vous voulez qu'une marque vous sponsorise, prenons le cas des vidéos Toupette, en fait. Pourquoi Toupette fait souvent des formats assez similaires, en fait? Soit il vous montre comment on fait une install, soit il vous montre, il fait une visite quelque part ou autre. Et d'ailleurs, vous remarquerez, les vidéos qui sont sponsorisées sont toujours les vidéos où il montre comment on fait une install pour telle ou telle espèce. Parce que c'est son format qui fait le plus d'argent. Les vidéos où il visite un truc et tout et ça c'est pas sponsorisé parce qu'en fait, ça c'est très fluctuant. C'est des trucs qui lui doivent le faire kiffer et qui permet aussi un petit peu de varier dans ces formats. Mais ça, les marques, elles voudront pas sponsoriser une vidéo comme ça parce que elles sauront pas, ça va faire beaucoup de vues et tout et ça. Alors que les formats réguliers, c'est quelque chose qui va rassurer les marques. Et aussi, il va y avoir une pression publique parce qu'il va falloir publier toutes les semaines, enfin, en tout cas assez régulièrement, pour que les marques se disent on sait que régulièrement, il fait des bons chiffres d'audience. Du coup, voilà, on va pouvoir le sponsoriser. C'est pour ça qu'en fait, ça peut paraître cool, le sponsoring dit comme ça. Et moi, à un moment, je voulais démarcher des marques. Et en fait, je me suis dit, mais c'est même pas la peine. En fait, elles vont toutes me claquer la porte au nez parce que comment on voulait vendre mon contenu, ma visibilité. Qui plus est, en plus, il y a aussi le fait qu'on doit un peu tenir sa langue un peu derrière parce que voilà, la vidéo, elle est revue par la marque. On peut pas dire tout à fait ce qu'on veut. Contrairement à l'illusion qu'on nous fait croire que oui, vous savez, on est relativement libre et tout ça. Bien sûr, mais demain, Amixem, il peut pas dire du mal de NordVPN, ou plutôt, s'il le fait, il sera plus jamais sponsorisé par NordVPN. Et donc, et on doit dire, en plus, enfin, le script, c'est un minimum scripté, c'est-à-dire que on doit mettre en avant certaines choses plutôt que d'autres, et on peut pas mettre en avant on peut pas sponsoriser quelque chose dans la nuance en disant, bon, alors ça, vous voyez, cette solution, elle est plutôt bien. Bon, par contre, c'est vrai qu'il y aura un peu quelques petits problèmes, mais bon, vous comprenez, je vous la recommande quand même. Vous croyez que les marques elles vont accepter? Non, pas du tout. C'est là où on retombe encore une fois sur ce problème d'uniformisation. Du coup, quel autre business model pour vivre de la création de contenu? Et après, on peut se dire aussi, enfin, tout simplement, c'est juste, il y a un moment, enfin, avant d'atteindre le sponsor et la monétisation, il va falloir avoir un taf. En fait, à côté. Alors, et soit on fait le choix de garder un travail standard, mais ça devient très compliqué et tout le monde n'est pas capable. Moi, j'assume, je suis pas capable de travailler autant vraiment. D'avoir un truc, d'avoir un taf. J'ai un diplôme d'ingénieur, je peux pas faire ça en parallèle d'un travail d'ingénieur. J'ai pas assez l'énergie. J'ai pas l'énergie, l'esprit et toute mon énergie, elle va partir dans mon travail. Je vais être fatigué, mais au-delà d'être fatigué, juste en termes de charge mentale, ça va pas tenir en fait. Donc il va falloir faire un sacrifice de carrière en fait là-dessus. Soit je me dis je monte pas pendant ma carrière d'ingé, je me plante quelque part dans une grosse entreprise et puis je fais le truc à côté et voilà, je bâcle mon travail. Soit on prend un taf alimentaire. Moi, j'ai choisi le truc taf alimentaire, sauf que j'ai fait. C'est pas facile de trouver un taf alimentaire qui match aussi, parce que taf alimentaire, ça demande de l'énergie, un minimum de travail, un mi-temps. Puis un mi-temps, ça paye pas des loyers. Si vous habitez sur Paris, oubliez. Hein. Moi, j'étais réceptionniste de nuit pendant un moment. J'ai voulu me la jouer un peu à la Orelsan. J'ai tenu 4 mois. Après, j'étais éclaté. Je sais pas comment Orelsan a fait pour tenir. Moi, j'ai pas tenu biologiquement. En fait, travail de nuit, ça tenait pas, même si je faisais un peu pendant le travail, je travaillais sur mes vidéos, ça n'a pas tenu. Donc c'était assez compliqué. Donc voilà, mais du coup, sinon, qu'est-ce qu'on peut faire après, en fait, les prochains modèles économiques que je vais vous montrer sont très cool, rapportent bien, peut-être même plus, parfois, que les sponsoring et tout. La monétisation, mais le problème c'est qu'en fait on devient décorrélé. Ce sont des modèles qui en fait sont décorrélés du contenu, c'est-à-dire que ce sont plus des modèles économiques au service du contenu. Ce qui peut être assez gênant, étant donné que moi je voulais être vraiment créateur de contenu, mais avec le mot créateur, en fait c'est ça qui moi m'intéresse, c'est vraiment créer. Et vous voyez bien vous allez bien voir qu'avec ces prochains modèles économiques que je vais vous présenter, ce sont des modèles qui sont au service du business. Et en fait, du coup, alors c'est cool, hein, certains peuvent aimer, mais moi, c'est moins le cas parce que, encore une fois, on revient à ce truc-là d'uniformisation des contenus. Si vous êtes prêt à faire ça,
Why not? Allez-y, lancez-vous. Moi, j'avoue, c'est pas le cas. Par exemple, un truc auquel on peut penser, c'est faire du merch. Alors le merch, c'est très cool et tout. Oui, c'est génial, hein, je vais pas vous dire le contraire. Le problème du merch, c'est que c'est que ponctuel en fait. C'est que ça peut pas rapporter. Il faut avoir une grosse masse critique pour ça. Et voilà, sinon on peut se dire montons directement notre marque, mais là la marque c'est un bordel parce que c'est un business à part entière, c'est comme gérer deux boîtes entre guillemets, celle qui fait le contenu et celle qui fait la marque. Et c'est ce que vous voyez par exemple, il y a Eric Flag qui fait ça, qui veut monter sa marque de street workout. C'est extrêmement dur, le type galère beaucoup et c'est deux entités à part entière en fait, et de faire sa propre marque et voilà, ils ne se payent pas sur la marque depuis je crois qu'ils sont pas payés pendant 2 ans, maintenant ils commencent à se verser des premiers salaires, et la marque a pu quand même être pas mal lancée par la réputation d'Eric Flag. C'est-à-dire que sans la chaîne Eric Flag, sa marque de street workout, elle démarre très difficilement. Mais pour autant, la marque, elle ne peut pas exister que dépendamment à Eric Flag. C'est ça qui est très compliqué en fait avec les business de marque. C'est-à-dire que ça peut marcher temporairement, et moi j'appelle ça du merch, quand ça marche temporairement via l'image de quelqu'un, mais sinon, il faut arriver à décorréler un minimum les deux. La chose doit être à peu près autonome, ce qui rend du coup le truc c'est très long, très dur et très difficile. Ou sinon, on rentre dans tout ce qui est les logiques d'infoprenariat, c'est-à-dire que c'est de la vente de formation. Alors, c'est génial, la formation en ligne, c'est quelque chose qui marche vachement bien, vous avez plein de gens qui en font, mais en fait là, votre contenu ne sert que de vitrine pour vendre votre formation. En fait, le vrai contenu, là, ce qui est beaucoup plus travaillé, va être dans la formation. Sauf si, moi je trouve que c'est assez décevant de faire un contenu de formation en ligne où le meilleur contenu c'est le contenu gratuit. Enfin, genre franchement, il y a des formateurs en ligne comme ça, je ne citerai pas ça, mais je trouve que c'est un peu dommage. Mais globalement, voilà, le vrai contenu, le meilleur contenu, il est dans la formation. Et du coup, vous voyez en fait, alors ça peut être cool, mais déjà faire une formation c'est long, c'est compliqué. Je pense que en vérité c'est le meilleur modèle économique quand on a un peu de contenu. Mais ici le contenu ne sert qu'à véhiculer, qu'à vendre en fait. Si vous voulez que votre formation elle marche beaucoup, il va falloir vraiment la marteler, il va falloir faire un contenu vraiment très marketé là-dessus. Je pense qu'un des meilleurs qui se débrouille là-dessus, celui qui a des approches plus saines avec ce modèle-là, c'est Marketing Mania. Mais bon, il est extrêmement fort et puis ses vidéos, elles donnent un travail monstrueux. Puis honnêtement, c'est une bête de travail. Il faut à un moment être humble et modeste. On n'est pas tous capables de travailler comme ce type-là. C'est une bête de travail et d'organisation. Et c'est pas évident d'avoir ça, surtout que ces formations. Le truc de la formation, c'est que c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts à créer. Une fois que c'est là, c'est là. Mais il faut être capable de mettre tout cet effort et surtout, il faut avoir le savoir nécessaire sur une thématique pour faire ça. Par exemple, dans mon cas, je fais une formation sur quoi? Je vous apprends à faire de la philosophie, de la psychologie. Bon, je peux peut-être avoir les compétences un peu là-dessus, mais déjà, c'est pas quelque chose qui est vendeur. Et voilà, c'est ça qui est aussi difficile, il faut avoir des formations vendeuses, donc être sur des thématiques vendeuses. Et du coup, ça revient aussi là, la stratégie de niche devient un minimum intéressante. Mais par exemple, Fabien Olicard, s'il vend une formation sur comment être mentaliste, il y avait un gros TikToker là, Charlie Head, qui fait de gros chiffres sur TikTok, qui a essayé de vendre une formation, un truc pour former les gens à des tours de mentalisme. Bon, des échos que j'en ai eu, c'est pas un flop du tout, mais c'est pas du tout un modèle économique viable et rentable parce que c'est assez compliqué, la demande elle est pas assez forte en fait. La formation c'est un vrai produit, c'est-à-dire que comme tous les produits, ça obéit à l'offre, aux lois de l'offre et de la demande en fait sur un marché. Donc en fait, vous voyez bien que la formation, elle ne s'adapte pas à tout type de contenu, ce qui devient un peu compliqué. Et à travers tout ce que je vous ai présenté là sur les modèles économiques, la thune, vous comprenez que c'est très difficile de ne pas altérer son contenu à cause des nécessités économiques. Il y a un moment, il faut vivre et il faut manger. Faut arrêter. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, malheureusement. Et il n'y a pas de mal à faire beaucoup d'argent non plus. Mais vraiment, il y a un besoin de penser le modèle économique à tout prix dans la création de contenu. Et sur certaines thématiques, ça peut être assez compliqué en fait. Quelqu'un comme le percepteur, il va miser justement sur le précepteur, qui fait du contenu philosophique. La vente de formation, vous oubliez, où il peut vendre un petit produit, mais il vendra jamais un gros produit qui va vraiment rapporter beaucoup d'argent très régulière, sur une base très régulière, parce qu'il n'y a pas un besoin énorme à faire de la philosophie.
Et du coup, quelqu'un comme lui, bah, voilà, il peut compter sur la monétisation ou les placements de produits, ce qui peut être assez cool, mais c'est vrai que ça peut poser des problèmes d'éthique, surtout quand on parle de philosophie. Faire une vidéo sur la liberté avec, je sais pas, on parle de marketing, bon, ça peut être un peu compliqué vu qu'on essaie d'influencer les choix. Enfin, voilà. Je dis un peu n'importe quoi, mais vous comprenez le truc, quoi. Et surtout, bah voilà, il va falloir poster très, très régulièrement. Le précepteur peut pas se permettre de ne pas poster pendant 3 mois de vidéos parce qu'en fait, les marques après vont arrêter de sponsoriser ou autre. Même son audience il risque de perdre une partie de son audience qui était habituée à ce rythme-là et qui du coup, bah voilà, le créneau horaire qui était pris par lui a été pris par quelqu'un d'autre. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que, selon moi, en fait, être aujourd'hui influenceur, youtubeur, streamer, c'est de la télé. Il faut en avoir conscience de ça, en fait. Et vous avez une excellente vidéo d'Adam Bros là-dessus. Bon, alors, il se concentre surtout sur le cas des youtubeurs, mais je veux dire, les youtubeurs, c'est quand même, la chaîne YouTube, c'est ce qui rapporte le plus en tant qu'influenceur. À moins d'avoir un énorme compte Instagram, mais même, en fait, la chaîne YouTube, c'est le Saint Graal, globalement. C'est le Saint Graal, c'est long à monter, c'est difficile, mais c'est un vrai actif, en fait, en tant qu'influenceur. Et je vous renvoie vers cette excellente vidéo d'Adam Bros, une vidéo de 45 minutes, je sais plus le titre et tout, le problème des youtubeurs et tout. Ouais. Mais cette vidéo, elle est excellente par plusieurs aspects, parce que justement, il montre à quel point, en fait, aujourd'hui, être youtubeur, c'est souscrire à des logiques de télévision. Alors, ça peut paraître problématique et tout ça, mais en fait, pas forcément, ça dépend. Mais surtout, si je vous dis ça, c'est pour être conscient c'est pour que vous soyez bien conscient de ce que c'est que la réalité aujourd'hui d'influenceurs, de youtubeurs. C'est beaucoup plus de présentateurs télé, d'animateurs télé, que vraiment de créateurs, de petits artisans dans son coin qui bricolent le truc, hop, qui vous propose un contenu en fait. Déjà, bon, on a ces logiques de showbiz, dont je vous ai parlé un peu plus avant, où tout le monde y l'a mis, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde en fait. Et aussi où on a une parole qui devient un peu plus muselée, parce qu'après avec les contrats avec les marques et tout et de ça, j'en ai parlé un peu plus avant, je vais pas y revenir. Pareil, je vous ai parlé aussi de la pression qui peut être exercée par les marques, dans le cas du modèle économique, je vais pas y revenir, mais ça crée ce cadre, justement, de la télévision. Et aussi, après, ce côté animateur de télévision, en fait, bah, typiquement, on l'a, par exemple, vous prenez quelqu'un comme Micode, qui fait des excellents, enfin, c'est vraiment un des meilleurs youtubeurs qu'on a, il fait des excellents contenus. Mais Micode, aujourd'hui, il a ce qu'on pourrait dire scale, j'y reviens après, et il est maintenant que présentateur de télévision, en fait. Il arrive sur Underscore, les sujets ont déjà été préparés à l'avance, il a des auteurs qui font ça, il a des monteurs qui font tout, en fait, il est juste là, il fait juste acte de présence. Mais est-ce que ça vous plairait, ça? Moi, personnellement, ça me fait un peu chier, quoi, de pas avoir vraiment totalement la main mise. Moi, ce qui me plaît, c'est de créer la chose, être l'artisan du truc. Ça peut être sympa d'avoir un peu d'aide, mais vous voyez, en fait, la frontière, elle est un peu compliquée, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut accepter de déléguer une grosse partie de son contenu pour pouvoir en produire plus afin d'arriver à être rentable. Et c'est là où on a les problématiques de scale. Alors, qu'est-ce que c'est que le scale? Le scale, c'est un mot anglais, mais c'est surtout un mot qui a un vocabulaire startup et qui est très, très adapté dans le cas des youtubeurs. Le scale, c'est en fait changer d'échelle. Justement. Par exemple, Uber, c'est exactement ça. Justement, les startups, c'est souvent ce qu'elles recherchent, c'est avoir du scale. C'est-à-dire que Uber, aujourd'hui, si l'entreprise doit ouvrir un nouveau pays, en fait, ils ont déjà l'application, ils ont déjà tous les process qui ont été faits, c'est pas compliqué. Alors qu'une chaîne de taxi, si elle veut s'étendre, bah voilà, il va falloir qu'elle aille recruter les nouveaux taxis et tout, qu'elle se crée son antenne, machin. Enfin, c'est plus compliqué, quoi. Alors que Uber, aujourd'hui, bah là, c'est assez simple pour eux. C'est ça le scale, en fait. C'est-à-dire, pareil pour YouTube, en fait. C'est-à-dire que même Google, c'est le meilleur exemple de scale. C'est-à-dire que Google, bah voilà, si vous faites une recherche, ça leur coûte rien. En fait. Alors que les 10 premières recherches ont été très coûteuses pour Google, parce qu'il a fallu installer le serveur et tout, etc., bien configurer le machin. Mais après, la 500 millième recherche, peanuts, en fait. Alors que si vous avez, par exemple, des boîtes de céréales, c'est pas quelque chose qui scale. Faire une recherche Google, bah écoutez, ça coûte rien. Les efforts ont été mis en amont pour créer les serveurs, et puis après, hop, tout en caisse. Alors que si vous achetez une boîte de céréales, bah à chaque fois, il va falloir le producteur de céréales, il va devoir reproduire la même boîte de céréales, la remettre en rayon et tout, etc. Ça ne scale pas, en fait. Mais du coup, quand on est youtubeur, en fait, influenceur, il y a des problématiques de scale. C'est-à-dire qu'au début, on fait tout ça dans sa chambre, tranquillou, et après, bah
pour des nécessités économiques et tout, bah, on va embaucher un monteur, des auteurs, etc. pour aider un commercial, pour faire plus de partenariats et tout, etc. Et en fait, ce qu'on ne pense pas avec le scale, c'est-à-dire que le scale ne s'accompagne pas sans une baisse de qualité. L'exemple d'Uber est un peu frappant pour ça, c'est que si vous avez pris Uber quand c'était au tout début à San Francisco, aux États-Unis, eh ben, au début, c'était des chauffeurs haut de gamme. Les prestations étaient bien meilleures que les taxis. C'est-à-dire que les types, ils avaient des bouteilles d'eau, des bonbons à vous donner et tout, etc. Alors que maintenant, bah, les chauffeurs VTC, vous croyez que les mecs, ils vont proposer un bon bec ou une bouteille d'eau si vous prenez un Uber? Bien sûr que non, en fait. C'est devenu la même chose que le taxi parce que, en fait, à force, la nécessité de vouloir grossir, ils ont dû réduire des choses. En fait, il y a une baisse de qualité pour augmenter en quelque sorte la quantité. Et c'est un peu un paradoxe, mais c'est exactement ça ce qui se passe dans la gestion d'équipe, en fait. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile de scale, vraiment avoir un gros scale sans avoir une baisse de qualité des contenus, en fait. C'est très très difficile. Il y a des gens qui arrivent. On peut dire que Micode y arrive d'une certaine manière parce que ses contenus sont excellents. Même Léo Grasset, il était pas tout seul à faire le montage et tout, et peut-être qu'il avait des co-auteurs, je ne sais pas. Et effectivement, la qualité s'en ressentait. Mais globalement, et peut-être qu'il y avait un caméraman pour l'accompagner, il me semble que son frère filmait pas mal plusieurs fois, mais ça reste très difficile, ces histoires de scale, ça reste quelque chose d'assez problématique en fait, et c'est là où on rentre vraiment dans l'aspect business. Et tout ça, moi c'est en regardant la vidéo d'Adam Bross que je me suis rendu compte que c'est ça qui m'a fait intéresser. En fait, je suis créateur, c'est-à-dire que si on veut faire un curseur entre artiste et entrepreneur, ben en fait, je pense que même si je viens d'un univers startup et tout, et que j'aime bien ces logiques-là de business, il y a un moment, si j'ai arrêté les startups, c'est pas pour rien, c'est qu'en fait, sur le curseur, je pense que je suis beaucoup plus artiste qu'entrepreneur, en fait. Et c'est une des raisons, ça qui m'a fait arrêter, qui a fait que je poste très peu de contenu et ça va pas s'améliorer avec le temps. Maintenant, du coup, il est temps, pour conclure cette conférence, parce que là, j'en peux plus, ça fait plus d'une heure que je parle. Je pensais pas que ce serait aussi long. Je vais vous présenter du coup ma nouvelle strat. Comment est-ce que, avec tout ce que je vous ai dit, je vais essayer de créer un contenu un petit peu différent et comment je vais m'y prendre. Parce que j'ai pas envie spécialement de percer, d'être une superstar et tout. On n'empêche, j'ai pas envie non plus d'être Jojo le Clodo du fin fond de YouTube. J'ai envie de rester à un certain niveau d'amateurisme ou plutôt d'artisanat. Néanmoins, j'avoue que j'aimerais bien avoir un petit peu d'argent pour en vivre et pour mettre un peu plus de moyens aussi pour créer d'autres formats, d'autres choses un peu plus sympas, payer un monteur ou autre, parce que même si je fais le montage et que j'aime bien le montage, ça me prend un temps monstrueux. D'ailleurs, je me suis vraiment posé la question de est-ce que j'arrête ou pas, en fait. Et pendant un moment, je me suis dit j'arrête, mais j'aime trop ça. J'aime trop créer du contenu et juste que je vais essayer de le faire sous une autre forme, la forme que vous voyez actuellement. C'est-à-dire ce nouveau format de conférence dans mon salon où, niveau montage, j'ai qu'à couper, j'ai très peu à faire de montage et le peu de montage que je ferai, ce sera plutôt de découper ça pour que ce soit sur TikTok, mais juste j'ai qu'à voir la vidéo en une fois, boum, je découpe, je mets des sous-titres et ça part quoi. Je le fous en format vertical, avec les deux grosses bandes et c'est bon en fait. Enfin, je m'en fous, je me prends pas la tête du tout quoi. Parce que en vérité, la vidéo d'Adam Bross qu'elle m'a fait réaliser, c'est que moi, j'ai jamais rêvé d'être présentateur télévision. Par contre, j'avoue que j'ai toujours rêvé d'être un peu conférencier parce que je kiffe de ouf et je trouve que c'est un format beaucoup plus sain en fait pour moi parce que ça m'évite de me creuser la tête, de perdre beaucoup de temps sur le montage et tout. Alors oui, on va avoir une baisse de qualité au niveau de la forme, c'est certain, mais moi, je préfère largement pouvoir geeker comme un porc sur un sujet comme un gros nerd et après pouvoir vous en parler dans les moindres détails et bien agencer ça plutôt que de devoir sélectionner des petits bouts, des petites parties et que vous en présenter. Je préfère largement ce format libre là, de conférence qui plus est. Peut-être qu'en termes de business model, le modèle économique sera plus intéressant. Peut-être que là, ces conférences que vous voyez actuellement, peut-être qu'un jour on me paiera pour les faire. Ce serait très bien parce que c'est vraiment quelque chose que je kiffe en fait. Et du coup, c'est comme ça que je vais essayer de scale entre guillemets, mais plutôt que de scale d'attirer de la croissance et sans que ça me prenne moi plus de temps parce que mes anciens formats me prenaient trop de temps, trop d'énergie. Là, ça va pas changer grand-chose en fait en termes de préparation en amont, de recherche.
Mais ça va changer beaucoup dans la création du truc, parce que avant, en fait, ça m'énervait, parce que moi, j'aime trop faire des grosses recherches pour bien approfondir un sujet, bien le connaître et pas dire des conneries, et surtout montrer plein de détails, plein d'angles de nuances dont on n'a pas idée. Et je pouvais difficilement avec mes précédents formats. Alors que je pense qu'en faisant ça, en fait, voilà, ça va être beaucoup plus simple. Ce sera un contenu plus poussé, et surtout, moi, en vérité, ça change pas tant grand-chose à ma manière d'être, en fait, tous les jours, parce que, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, quand j'apprends des gros sujets, je suis très curieux de base, en fait. Ma curiosité, elle va dans tous les sens. Et souvent, je fais des vocaux à des potes, que ce soit à ma coloc ou à mon meilleur pote. Enfin, je fais des vocaux, mais des vocaux, vous n'avez pas idée. Parfois, ça peut être des vocaux de 30, 40 minutes, voire d'1 heure, en fait, que je découpe en plusieurs parties, mais j'aime beaucoup trop ça. C'est déjà quelque chose que je fais naturellement, que je kiffe très profondément. Du coup, écoutez, autant vous le faire partager plutôt que ça reste avec mes potes, autant vous le faire partager sur Internet, tout bêtement. Et c'est pas... alors, donc après ça ce sera en format long sur YouTube, vous aurez la conférence en entier là d'une bonne heure, mais après pour les formats courts, ce sera la conférence découpée, mais aussi je vais rajouter un petit format que j'aime beaucoup de micro-trottoir, j'en ai fait un ou deux, mais au Festival de Cannes, d'ailleurs j'ai eu la flemme, faut vraiment que je m'y mette pour monter ça, parce que j'ai eu des réponses super intéressantes que j'ai pas montrées, parce que justement ça m'ennuie. Je trouve que sur TikTok, les micro-trottoirs c'est désastreux, parce que je trouve qu'en fait on tourne les gens en ridicule. Ça m'énerve. On cherche le ridicule des gens ou les choses drôles et tout ça. On se fout de la gueule des gens. Et ça m'énerve parce qu'en fait, je trouve que on montre pas quelque chose d'intéressant sur les gens, en fait. Parce que pour moi, je trouve que l'intelligence n'est pas un privilège. On est beaucoup à être, je pense, une bonne partie de l'humanité est très intelligente. Et je trouve que c'est plus intéressant de montrer l'intelligence des gens, d'essayer de mettre en valeur ça, plutôt que la bêtise. L'intelligence collective plutôt que la bêtise collective. Du coup, c'est un peu ce que je cherche à faire avec mes micro-trottoirs, où je pose des questions un peu plus philo et tout ça. Si vous avez un mec comme Blas qui en fait aussi, je vous invite à aller voir Blas Calvelo. Il a une bonne chaîne de YouTube, c'est très intéressant. Calvelo, j'espère que je n'écorche pas son nom. Donc voilà, mais du coup, ce format-là, ça peut avoir l'air, c'est en contradiction un peu avec ce que j'ai fait, parce qu'évidemment, vous vous doutez bien qu'un format d'1 heure comme ça, moi je vais pas en poster une fois par semaine et qu'il y aura pas des TikTok tous les jours et des Reels et tout ça. Mais écoutez, tant pis, ma santé mentale, elle prime. Et même au-delà de ça, ça me fait plus kiffer en fait. Néanmoins, c'est pas dénué de stratégie, parce que je vais miser beaucoup plus sur le SEO YouTube, parce qu'en fait, YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche après Google. Et il y a beaucoup, on fait souvent des recherches, on tombe sur YouTube. D'ailleurs, comme YouTube a été racheté par Google, les résultats YouTube sont indexés dans Google. Malinx le lynx. Du coup, je pense que c'est pour ça que d'ailleurs vous avez un titre aussi simple, parce que je me dis il y a forcément quelqu'un qui va taper de YouTube comment devenir influenceur, comment devenir youtubeur. Et en fait, ce que maintenant je vais viser, ça va être des grosses thématiques où je me dis un jour les gens vont taper dedans et hop, ma vidéo elle va le remonter et ils vont se dire vas-y, cool, une conférence sur le sujet, cool, allez hop, je vais m'écouter ça et tout, puis je vais sûrement les passer aussi en podcast, très probablement. Et par exemple, une de mes vidéos YouTube les plus vues, c'est celle du Comte de Monte Cristo, ce qui peut paraître complètement contre-intuitif parce que on parle d'un vieux bouquin. Moi, je me suis dit mais tout le monde, les gens n'ont rien carré du Comte de Monte Cristo. En fait, si, de temps en temps, il y a des gens qui recherchent et tout. Et en fait, il y a beaucoup d'inconnus qui tombent dessus. Donc c'est pour ça que je vais jouer sur le YouTube SEO. SEO, c'est Search Engine Optimization. Donc c'est les stratégies où en fait on cherche à jouer sur les mots-clés. Donc je pense que ça va être sur des contenus plus longs parce qu'en fait, les contenus longs, surtout très longs en mode format conférence, pourrait croire que ça marche pas sur YouTube, mais ça marche pas mal. Il y a des gens qui ont percé comme ça. Oussama Hamar, il a toujours fait des contenus comme ça, et c'est comme ça qu'il est devenu une superstar dans l'écosystème, en fait. C'est en partie, et en grande partie grâce à ce qu'il a mis sur YouTube. Ou même, vous avez un type là, auquel je souscris pas à ses opinions politiques, parce que c'est un contenu politique d'extrême droite. N'empêche qu'il a fait une très bonne conférence sur Nietzsche. Julien Rochdy, bon, faut pas oublier qu'il le fait avec un prisme d'extrême droite. N'empêche que il dit des très bonnes choses sur Nietzsche, et voilà. Soyons dans la nuance. Et justement, il a percé un peu grâce à ça, à ce gros contenu-là, d'1 heure. Boum, le mec, boum, vous balance une grosse conférence d'1 heure sur Nietzsche. A priori, on se dit que c'est pas sexy. Pourtant, il y a pas mal de types qui tapent Nietzsche dans le moteur de recherche de YouTube. Et voilà, bingo. Donc c'est pour ça que je pense que c'est pas une mauvaise idée. Après, bon,
c'est sûr qu'il y aura pas de thématique parce que bah voilà, et ça va être un vrai problème parce que moi j'ai une personnalité, je vous ai dit, je m'ennuie beaucoup trop facilement de beaucoup trop de choses, j'ai trop d'intérêt dans tous les sens. Alors est-ce que je suis avec un ami, on essaie de se dire que peut-être qu'on était polymath, je sais pas. En tout cas, si vous me suivez un peu, vous savez que j'ai une douance. Peut-être que c'est lié à la douance. Je sais pas, je vais pas extrapoler là-dessus, mais c'est ma personnalité, c'est comme ça. J'ai trop de son d'intérêt. Si vous prenez la table de chevet, là, dessus, il y a un livre de philo, un livre de sociaux, il y a plusieurs livres de philo sur des sujets très différents, quoi. Il y a du Foucault, il y a de la philo politique, il y a de la philo-psychologie, enfin, il y a des livres de psycho pur. Évidemment, je lis plusieurs livres en même temps, enfin, il y a des livres d'histoire, enfin, c'est un bordel, mais c'est comme ça. Je suis comme ça, j'ai trop de centres d'intérêt trop variés, donc bah, je vais pas changer pour ça, parce que ça m'ennuie, je vais être malheureux, en fait. Moi, vraiment, la routine m'ennuie. Donc, voilà, on aura des formats, des conférences très différentes sur plein de sujets très différents. Voilà. Et puis aussi, bah voilà, quelques motivations. Qu'est-ce qui me motive? Bon, bah, au-delà du kiff, c'est certain. C'est aussi que, je pense que, comment dire, mettre des vidéos sur YouTube, c'est aussi quelque chose de l'ordre d'un peu politique. Dans le sens qu'on peut créer des rapports de force. Je pense qu'on peut un poil faire changer les mentalités d'une certaine manière, parce que voilà, c'est ça l'intérêt en fait de poster sur les réseaux sociaux, c'est le fait qu'on c'est devenu une nouvelle agora, c'est une place publique. On n'a pas forcément de la visibilité dessus, mais c'est intéressant d'essayer je pense c'est intéressant d'essayer de changer un peu les choses. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut avoir un petit peu d'impact, et j'aimerais avoir à ma modeste échelle un peu d'impact, essayer que voilà, parce qu'il y en a marre du bullshit, des opinions tranchées, d'essayer d'un peu de garder ça et d'adopter plus d'honnêteté et de nuance un petit peu là-dedans. Alors bon, évidemment, quand je citerai des sources, je les mettrai, et d'ailleurs j'ai cité des trucs, je vous invite à les vérifier. Alors bon, c'est facile à dire parce qu'on n'a jamais le temps de vérifier, mais j'essaye d'avoir un travail intellectuel, d'honnêteté intellectuelle, où quand je cite des choses, sont des choses à peu près, enfin, pas à peu près, qui sont vraies, exactes, que j'ai vues. Il m'arrivera certainement de me planter, mais du coup, voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si vous voulez m'acheter des confs, n'hésitez pas. Voilà, sinon, bah, pour gagner ma vie en ce moment, je pense que je vais essayer d'être freelance un peu à côté en informatique. Bon, bah, j'ai fait une école d'ingé, donc j'ai forcément des compétences là-dedans. On va arrêter de mettre les œufs dans le même panier pour pas être dépendant de la création de contenu. Continuer de faire ça vraiment par passion, parce que ça me passionne. Peut-être qu'un moment je vais percer. Mais voilà, je vous cache pas, là sur le compteur, il y a marqué 1h30. Bon, ce sera un petit peu moins parce que je vais sûrement couper 2-3 trucs. Je suis éclaté, j'en peux plus. Mais voilà, bon, c'était Émile Ombrage. Voilà, si cette conférence vous fait plaisir, dites-le moi dans les commentaires. Laissez-moi des j'aime surtout, parce que ça va être ma métrique à moi où je vais regarder. Voilà. Et puis n'hésitez pas à le partager si vous pensez que cette vidéo est utile à quelqu'un. Bon voilà, c'était un plaisir et puis à la prochaine. Bye bye.